Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne. Je m'excuse, je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard, petite heure de retard. On voulait faire ça à midi, enfin je voulais faire ça à midi, mais les matchs ont été compliqués à voir. Ils ont été longs en fait, donc j'ai pas pu voir les deux ce matin très tôt, et donc j'ai dû finir entre midi et deux vite fait. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi aussi, est-ce que au niveau de la musique de fond, ça va? On n'est pas trop fort, Je n'ai pas envie que ça gâche non plus après le replay, quoi. Ce serait un peu dommage. Donc dites-moi ça aussi, et puis on va y aller. On va y aller, c'est encore une fois moi tout seul aujourd'hui, mais des tonnes de bons matchs, deux excellents matchs, donc on va y aller. Hop. Alors attendez, il faut que je fasse un peu tout en même temps. Voilà. Ok. Allez, c'est parti, on bascule. On y va. Donc deux énormes matchs aujourd'hui. Deux matchs 1 en plus, c'est quand même les plus marrants parce que c'est là où on apprend plein de choses, plein d'enseignements sur la série, notamment vis-à-vis des previews qu'on avait pu faire, etc. On se demandait qui allait être sur qui allait faire quoi, etc. Donc on y va. Match 1, Boston contre New York. Match 1, Denver contre OKC. Je ne sais pas par lequel vous voulez commencer. Tiens, on peut se faire peut-être le premier. On y va directement. New York contre Boston. Bon, match bizarre. Match assez bizarre pour le coup. Salut, ça c'est basket. Hello, ça va très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Donc Boston contre New York. Victoire de nos amis des Knicks qui ont fait l'upset dès le match 1 à Boston. Bon. Il y a plein d'éléments à dire sur ce match. Bon, déjà, on peut y aller directement, on peut y aller par étapes peut-être. Le match en soi. Bon, vous voyez on voit déjà au niveau des couleurs. Mince, j'ai pas le. Il s'est délogué. C'est un match qui a été défensif. Ça se voit au niveau des offensive rating. Vous le voyez sans doute quand c'est de la couleur bleue au niveau des stats, c'est qu'on n'est pas sur une grosse perf offensive. Donc voilà, 108-105 au final, match en prolongation. Et au niveau des ratings, on est autour des 105-104 au niveau des offensive ratings. C'est pas très bon. Donc voilà, on est vraiment sur pas des grosses perfs offensives, mais le match en soi était bizarre. Je sais pas si vous vous souvenez un peu la physionomie de Boston qui est très confortable. Pour le coup, il y a un comeback qui commence à s'amorcer, on va dire troisième quart-temps. Et moi je me dis, je connaissais un peu le résultat, je m'étais fait spoiler un peu avant, bon c'est pas très grave, mais je me suis dit, ok, vu que les Knicks, je sais que les Knicks ont gagné, je m'attends à ce que finalement on va dire milieu de quatrième quart-temps ou même fin de quatrième quart-temps, le comeback se finisse quoi. Ben non, en fait ça a été fait assez vite avec une surchauffe à 3 points pile dans ce moment-là. Enfin d'ailleurs surchauffe à 3 points sur tout le match, on peut le dire directement aussi, 47% à 3 points pour les Knicks. Voilà. De l'autre côté, Boston 25. Donc il y a un côté de surchauffe, un côté d'aléatoire, comme on dit à chaque fois, mais sur un match, l'échantillon étant petit, ça peut varier beaucoup, ça peut faire des surchauffes, ça peut faire des sous-chauffes, évidemment. Plus l'échantillon est petit, plus tu as le risque de varier grandement, d'avoir de grands écarts par rapport à la moyenne. Il n'y a pas de phénomène de normalisation. Mais ce que je veux dire aussi, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est pas que de la malchance pour le coup. Côté Boston, il y a aussi un aspect de qualité de tir qui n'a pas été bon, et notamment, alors j'ai pas la stat concrètement, mais voilà, 25% à 3 points, c'est très bien. Combien il y a de ces 3 points qui sont des pull-ups ? Honnêtement, ça a été un peu ça qui a tué le match pour Boston, je trouve. C'est-à-dire que on va y arriver, mais la défense des Knicks c'était beaucoup en mode switch all, et je crois que j'ai tweeté un peu en mode ironique, mais il y a un aspect où notamment Tatum ou d'autres prennent quand même beaucoup de pull-up à 3 points malheureusement contre des mismatchs. Donc je veux dire, faut pas penser que c'est que parfois, alors parfois ça l'est, parfois c'est aussi un aspect de pas que de la malchance. Ça peut être aussi la qualité de tir qui est pas bonne. En l'occurrence, si t'enchaînes pull-up à 3 points sur pull-up à 3 points, contesté ou semi-contesté, t'as aussi plus de chances qu'il se passe ce genre de phénomène. Donc voilà. Bref, donc l'écart de 3 points, c'est peut-être la première chose qu'on peut dire. Après, pas grand-chose qui pop non plus. Au niveau des autres stats un peu principales, pas beaucoup de transition non plus dans ce match, vous l'avez vu. Et bon. Allons-y. Si, juste pour dire, Porzingis n'a pas joué la deuxième mi-temps. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il avait. Je sais pas si vous savez ce qu'il avait. Pour le coup, Porzingis, j'ai pas trop suivi. Il était malade, c'est ça? Ça avait pas l'air d'être une blessure un peu musculaire ou quoi que ce soit. D'après ce que j'ai compris, il était un peu malade. Ouais, c'est ça, malade. Merci Nathan. Non mais la sélection de tir de Boston est affreuse. Ouais, on est d'accord. Et forcer autant, je pense pas que Mazzulla ait insisté sur ça. Ou c'est bizarre. Disons je pense qu'il y a un côté assez logique de Mazzulla qui dit vu que ça switch, va chercher un tel sur le switch et va l'attaquer.
Après, c'est peut-être pas lui qui dit directement pour l'attaquer, tu prends un pull-up. Non, Tatum pourrait aussi très bien l'attaquer en mode drive en fait. Donc ouais, c'est pas. C'est un peu différent quoi. Mazzulla il dit pas va le chercher pour mettre un pull-up sur sa tête quoi. Pas forcément, il dit juste va chercher le switch, je pense. Donc ouais. Josh Hart a fait un sacré match, ouais, effectivement. Ils ont shooté à 3 points toute la saison. Oui, Boston, oui, mais ils le font depuis toujours. Mais après, encore une fois, il y a une différence entre quand tu crées du jeu beaucoup, notamment quand tu crées beaucoup de jeux, des décalages, tu fais tourner, tu as des catch and shoot, ou quand tu prends beaucoup de pull-up à 3 points. Là, en l'occurrence, le secret, à mon avis, c'est que la défense des Knicks c'était quand même pas mal en mode switch all. Donc finalement, la création de décalage a été assez amenuisée. Et en plus, il y a un côté où les switch all, ça t'attire sur. Non seulement il n'y a pas de décalage sur l'écran, mais en plus, tu attires l'adversaire l'attaque adverse sur des isolations. De l'isolation, du 1 contre 1, donc un peu plus statique, moins de mouvement, etc. Donc tu as même encore moins de catch and shoot parce que tu as des opportunités qui ne sont pas là. Alors que tu fais des drives, tu fais des pick and roll, tu as un drop, tu as des edges, des prises à 2, tu fais tourner, etc. Il y a plein d'opportunités qui apparaissent au cours de la possession. Là, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le bon côté de Knicks, c'est le switch all. Et de l'autre côté, les seules fois où ils n'ont pas trop switché, c'était genre Mitchell Robinson qui parfois switchait pas trop. Mais pareil, contre Mitchell Robinson, du coup, Tatum a voulu punir par le pull-up à 3 points. Bon, le problème c'est que la fin de match, il n'était pas du tout en forme. Après, ça reste un point clé de la série, ce pull-up à 3 points, parce que on avait parlé en preview et on l'a vu beaucoup en saison régulière, l'aspect de finalement le pull-up à 3 points, c'est ce qui peut permettre de faire sortir la défense de New York. S'il est respecté et s'il est craint avec ce pull-up et s'il le met beaucoup et donc s'il est craint, tu peux arriver à les faire sortir, voire même faire des 2 contre 1, etc. Et donc voilà, le pull-up à 3 points reste un point clé parce que ça peut ensuite débloquer d'autres choses. Si les Knicks sont obligés de monter fort, il y a du jeu derrière quoi. Donc c'est un peu l'idée. Donc ça reste un point clé, mais j'avoue que sur cette chasse au mismatch, c'était un peu dommage de faire autant de pull-up à 3 points. Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que autant sur un match que sur l'autre, sur New York-Boston que sur OKC-Denver, bon, chacun des perdants du soir ou de la nuit a perdu d'une possession. Donc forcément, on a un peu un regard là, négatif sur le perdant, mais faut pas oublier que ça se joue à une possession. Ça se trouve, Boston gagne le match en prolongation avec 1 ou 2 tirs de plus, et puis on n'en parle pas pareil, quoi. Et on insiste peut-être aussi moins sur l'aspect de Tatum qui a mis ses pull-up, qui a pas mis ses pull-up, qui a pris trop de pull-up. Mais tout de même, je veux un peu insister parce que pour moi, il y a quand même un écart entre ces deux équipes et je pense que Boston est quand même largement au-dessus. Donc le fait qu'il soit embourbé dans ce match-là, c'est quand même un peu significatif. Donc voilà, je voulais quand même un peu le souligner pour le coup. Je vous lis aussi en même temps et je vous lis. Quand ça rentre pas, c'est horrible. Ouais, bah, effectivement. 60 shoots à 3 points, c'est chaud. Bah, ça dépend de la nature des tirs, encore une fois, je trouve. Ça dépend de la nature des tirs. Typiquement, Indiana, avant-hier, c'est le bon 3 points et Boston, c'est le mauvais. Ouais, comme les chasseurs. non, mais effectivement, quand c'est des catch and shoot qui viennent dans le flow du jeu, bah, c'est génial, quoi. Et Indiana, c'est un peu l'inverse de Boston. Mais voilà, là, on peut le dire aussi directement. Je pars un peu dans tous les sens, je vous m'excusez, mais j'ai pas préparé de fiche. Je viens de finir de regarder les matchs. Il y a un aspect pour moi où Boston, on a retrouvé un peu le mauvais Boston. Un peu, on avait parlé cette saison, on avait fait un podcast avec Azad à mi-saison en mode Boston en crise, parce qu'à l'époque il l'était. D'ailleurs, c'était pas une exagération. Bon, crise relative, crise pour un candidat au titre, mais c'était moyen, quoi, on va dire. C'était moyen. Le paroxysme de ça étant le match contre les Lakers, qui était vraiment recherche de mismatch. Une fois que j'ai le switch, je donne la balle, et puis Porzingis 1 contre 1, Tatum 1 contre 1, Brown 1 contre 1. C'était un peu la caricature, quoi. C'était un peu le paroxysme de ce mauvais Boston, on peut dire. D'ailleurs, Mazzulla l'a un peu confirmé. Il disait, mais à l'époque, moi je pensais que j'allais être viré, etc. Si ça se passait mal, quoi. Et en fait, pourquoi aussi ce match-là contre les Lakers c'était autant ressorti? Alors à l'époque, c'était avec Anthony Davis. Pour le coup, c'était avant la trade deadline. C'était en janvier. C'était parce que, précisément, les Lakers étaient en switch all. Donc, encore une fois, encore et toujours, il y a cet aspect du double avantage du switch, tu laisses aucun décalage, donc tu laisses pas genre des 2 contre 1, tu laisses pas ta défense elle est pas cassée, ou la balle ensuite, avec Boston, le spacing de Boston fait que dès que tu as un décalage, dès que tu as un 2 contre 1, swing, extra passe, et il y a tellement d'espace que la défense peut pas revenir. Donc, c'est aussi un point de la preview qu'on avait abordé, et j'avoue que ça j'étais un peu passé à côté pour le coup. Je pensais pas que Thibodeau tenterait le switch all avec Towns. J'avais un peu décrit les possibilités de edge, de drop, etc. Mais grosso modo un peu des couvertures traditionnelles, de rester plus ou moins à 2 contre 1. Et notamment donc l'importance du pull-up pour justement que 4 sur ce contre 1 soit agressif et pas un peu plus conservateur.
Mais comme on l'a dit dans la preview, il y a un aspect avec Boston où le spacing est à la base de tout. Et où finalement c'est tellement dangereux, il y a tellement d'espace et donc les shooters sont tellement loin les uns des autres que si tu commences à prendre un risque défensivement, à faire des 2 contre 1, à devoir faire des rotations, il y a tellement d'espace, ils sont tellement bons que au final tu te fais déborder en fait. Typiquement c'est exactement ça. Pour ça que des mecs qui sont pas forcément des passeurs de chapeau 1, même pas forcément top, genre Jalen Brown parfois nous fait des matchs au passing qui sont géniaux, mais pourquoi ? Parce que les lectures en soi sont plus simples. Si les défenseurs sont très loin les uns des autres et parce que les attaquants sont très loin les uns des autres, bon, les lectures sont plus simples, etc. Donc c'est vrai que tiens, commençons par ça. Je le souligne depuis tout à l'heure, mais explicitons-le, le plan de jeu en switch all a été une réussite. Pour moi, de la part de Thibodeau. Et alors, j'ai pas vu les 4 de saison régulière, mais je crois qu'on l'avait pas trop vu pour le coup en saison régulière, ce switch all. Donc ouais, ça a été bien. Ça a été un peu comme les Lakers en janvier. On switch tout et on t'attire vers ces 1 contre 1. Des 1 contre 1 qu'ils peuvent mettre. Il y a aussi des variantes, tu peux trouver des contre-moves à ce switch, tu peux par exemple faire des écrans glissés, c'est-à-dire je pose pas l'écran, je plonge au panier avant qu'il y ait le switch qui s'opère et donc ça fait de facto un 2 contre 1 sur le ballon mais qui est pas voulu, mais voilà. Enfin il y a plein de contre-moves qui sont possibles, qui ont été testés un peu, mais voilà, globalement on avait cet aspect de switch en tout. On se prend pas la tête et comme ça on se met pas en danger dans ce spacing de Boston. Voilà, défensivement c'était ça un peu le plan de Thibodeau. Pour dire aussi au niveau des match-up, nous avons Jrue Holiday qui était sur Brunson, évidemment. Nous avions Porzingis qui était sur Josh Hart, première mi-temps. Alors pas la deuxième, on va en parler, mais parce qu'il était malade. Mais Porzingis, comme prévu, sur le non-shooter, comme ça il va pouvoir un peu l'abandonner et rôder au panier. Donc, au niveau des match-up, j'y reviendrai après. Donc Tatum, le poste 4, était sur Towns, évidemment. Donc là, on l'avait dit aussi en preview, mais c'est le point clé. C'est à quel point est-ce que Towns va arriver à punir un peu ça. Parce qu'on sait que Tatum a cette valeur de pouvoir tenir un peu des pivots, ce qui permet à Porzingis d'être libéré off-ball. Mais il peut le faire on l'a vu surtout sur des pivots pas compétents, pas trop compétents, pas hyper compétents en attaque. On le fait pas sur Jokic, par exemple. On le fait pas sur Embiid ou des mecs comme ça. Là, Towns, on est un peu entre les deux. On est un peu entre le Jarrett Allen sur qui on se dit non mais Tatum prend Jarrett Allen et il n'y a pas de post-up, on s'en fiche quoi. Et de l'autre côté, il y a Jokic. Et là, on est un peu entre les deux. Donc pour moi, c'est un peu le point clé de cette série. On a vu que directement, première possession du match, Towns était allé attaquer Tatum en post-up quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai confondu un peu les deux là. Je suis en train de parler de l'attaque de Boston. Bon bref, parlons de l'attaque de Boston, après on reviendra au switch. Parlons de l'attaque de New York, pardon. Parlons de l'attaque de New York, après on reviendra au switch défensif. Mais voilà, donc ça c'est au niveau des match-up. Et Derrick White sur Michael Bridges aussi, et Jalen Brown sur OG Anunoby. Et ce qui a été bien fait côté New York, c'est que évidemment on a impliqué Porzingis le plus possible. Quand il y a cette stratégie de vouloir mettre Porzingis en libéraux défensif, donc en safety off-ball, le contre-move c'est de dire mais non, on te laisse pas off-ball, on t'implique sur l'action. Le problème c'est que tu le fais avec un poseur d'écran qui est pas génial en termes de menace de scoring, mais là Josh Hart a été très bon. Je pense que vous l'avez vu aussi, Josh Hart a été très cool pour glisser au panier, surtout pour les rebonds offensifs aussi. Et en fait plus globalement cette attaque des Knicks a vraiment ciblé encore Porzingis. Voilà, dès qu'il était sur le terrain, Porzingis était ciblé, Porzingis était on-ball. Donc ça c'est aussi une stratégie offensive de Thibodeau pour atténuer un peu cet aspect du safety, du libéraux, du deuxième rideau en fait. Du mec qui se balade un peu tranquille en deuxième rideau. Non, on t'implique sur le ballon. Et puis en plus, on a vu que Porzingis, il peut pas trop faire des switches. Évidemment, si tu switches Porzingis sur Brunson par exemple, t'es un peu mort. Et Porzingis, il peut pas non plus faire des edges. Il est pas à ce point mobile, donc il restait en drop. Il restait relativement bas par rapport au niveau de l'écran. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Brunson, notamment, mais d'autres. Michael Bridges aussi, il n'a pas été en réussite offensive, mais il l'a attaqué comme ça, avec des pull-ups à mi-distance. Mais Brunson s'est fait plaisir sur ses pick and roll où on lui amenait Porzingis, et puis ensuite il a attaqué dans la mi-distance, il a attaqué ce drop, voilà, grosso modo. Donc Porzingis, il a été ciblé encore. Est-ce que la musique de fond s'est arrêtée ? Je ne sais pas, ou alors elle est pas fort. Bref, vous l'entendez ou pas ? Vous me dites. Voilà, ensuite l'aspect qui a été important aussi, je vais essayer de mettre un peu des images, tiens d'ailleurs j'ai oublié de faire ça
va se mettre un peu d'image, c'est pas très agréable. Le match de Towns qui n'a pas été peut-être génialissime, mais tout de même je trouve qu'on a fait juste assez sur cet aspect de l'envoyer en contre 1, l'envoyer en création. D'ailleurs, première position du match, là, vous le voyez, hein, il attaque à Tatum en post-up. Et il a été pas mal, franchement il a été pas mal là-dessus. Je crois que c'est deuxième quart-temps, il y a pas mal un stretch où 2, 3, 4 positions offensives d'affilée où il va cibler du Horford, il va cibler du Tatum, il va cibler des mecs comme ça. Donc voilà, c'était grosso modo un peu ça, le plan de jeu, le match énorme de Josh Hart. Et puis on en vient à ça aussi, alors je crois que ça se voit pas trop dans les stats. Niveau rebond offensif, non. Vous voyez que les Knicks n'ont pas tant que ça de rebond offensif sur l'ensemble du match, mais sur le début de match, c'était marquant. Notamment Josh Hart, notamment Anunoby ou des mecs comme ça. Voilà, avec les Knicks, il faut un peu toujours s'attendre à ça. Donc voilà. Et c'est vrai que, au final, Porzingis a été malade donc sur la deuxième mi-temps, il n'a pas joué. Et on s'est retrouvé donc avec Al Horford un peu titulaire de facto, quoi, pour le coup. Oui, exactement. Gêné par les fautes, 4, effectivement. Donc il est sorti début de deuxième quart-temps. Donc ça a aussi pénalisé l'attaque de New York au passage, le manque de spacing. Mais en effet. Mais bref, donc pas de Porzingis sur la deuxième mi-temps. Et au final, c'était un mal pour un bien, quoi, presque, j'ai envie de dire. Parce que Porzingis peut apporter beaucoup sur des 1 contre 1, sur punir des mismatchs, justement, parfois il peut le faire, sur le spacing, etc., etc. Après, là, en fait, c'est juste que sans lui, t'avais pas le compromis défensif. Donc en fait, tu as pu switcher à peu près partout. Et même, là on voit des actions, là, pour ceux qui sont en image et pas juste en podcast. Alors Ford est aussi plutôt bien tenu, voire même très bien tenu, face à 4 sur du 1 contre 1. Là on voit un drive, il coulisse très bien depuis le périmètre, il coulisse très bien, il fait l'action à la fin. Alors il y a peut-être faute, hein, je sais pas, mais il a bien tenu. Donc on a cet avantage de pas de Porzingis, pas le bonus Porzingis, mais pas le malus non plus, pas le compromis défensif. Et donc on s'est retrouvé sur une défense des Celtics qui en fait switchait tout, vraiment beaucoup tout switché ou quasiment, et qui a posé pas mal de problèmes à cette attaque des Knicks qui a pu beaucoup moins carburer. Alors ils ont un peu calé deuxième quart-temps aussi les Knicks parce que Towns n'était pas trop là, donc c'était un peu un problème, hein. Tu rajoutes un non-shooter avec Mitchell Robinson, il y avait Josh Hart aussi qui était sur le terrain évidemment, donc voilà, un peu compliqué. Et puis voilà, troisième quart-temps, alors Ford qui switch tout, t'as pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture, on force sur des 1 contre 1, tiens, on envoie un autre à l'image, la magnifique isolation défensive d'Al Horford sur Porzingis, encore une ici, et au final, je trouve que le comeback du troisième quart-temps / début quatrième, en fait, il fait surtout sur un shot-making absolument dingue des Knicks à 3 points, en partie, même en grande partie, avec des stops défensifs eux-mêmes, la défense des Knicks, mais pas mal de réussites, pas mal des turnovers qui ont donné des contre-attaques de l'autre côté assez rapides. J'ai en tête une interception là de Anunoby qui fait une prise à 2 sur Tatum, qui intercepte et qui va de l'autre côté scorer. Bref, donc il y avait cet aspect où en fait ils sont revenus très très vite dans le match, et malgré la défense des Celtics qui en fait schématiquement ils ont rien fait de mal, ils ont même plutôt fait des trucs bien, je trouve. C'est juste encore une fois juste qu'eux ils mettaient pas leur tir à 3 points, donc l'attaque a un peu calé de ce point de vue là, et en même temps les Knicks ont mis tous leurs 3 points, on l'a dit, hein, sur le match, notamment sur le match, il était à combien, 47 on a dit, 48%, un truc comme ça, ouais, 47% à 3 points. Donc voilà, mais je veux dire, est-ce qu'il y a forcément besoin de paniquer pour Boston de ce point de vue là? Je suis pas convaincu. Franchement, je suis pas convaincu parce que c'est quand même pas si mal que ça ce qu'ils ont fait. Et donc notamment, on a vu aussi que Al Horford, alors je sais pas s'il pourra sur toute la série, mais il a été capable d'encaisser un gros minutage. Bon, c'était quand même assez cool, quoi. Franchement, il a été de très très bon niveau. Je sais que moi j'avais été un peu inquiet il y a 1 ou 2 ans avec lui. C'est quoi, saison 2024 où il est pas hyper bon en termes de saison régulière et tout, mais au final les playoffs 2024 avaient été fantastiques. Là la saison 2025 était très bonne aussi, et là il confirme encore que ouais, en fait il peut totalement jouer. Il n'y a pas encore eu de déclin physique majeur, on va dire. En tout cas là il peut encore donner des minutes, donc en fait c'est au point où je me dis bon, modulo la surchauffe à 3 points des Knicks, donc qui a fait ce comeback, je me demande à quel point Mazzulla va pas se dire c'est quand même une option intéressante à faire beaucoup plus. Cet aspect de, en fait, Al Horford en poste 5 et un switch all. Parce qu'il y a aussi un autre big dans la rotation qui est Luke Kornet. Luke Kornet, on est plutôt en mode Porzingis. Luke Kornet, on est plutôt en mode on te met en safety, on te met sur un non-shooter, tu vas rôder autour du panier.
et tu fais pas trop des switches. Quand on t'attaque frontalement, quand on t'implique sur pick and roll, tu vas rester bas parce que t'es pas trop mobile, donc tu restes bas pour protéger le panier. Et sauf qu'en fait, là aussi, les Knicks pareil, ils ont mis à mal Porzingis, ils ont aussi mis à mal, je trouve, Cornet. Dès que Cornet était sur le terrain, tu l'impliques sur l'action, tu utilises son attaquant en tant que poseur d'écran, donc tu l'impliques sur le ballon, Cornet, et tu l'attaques sur le drop. Au point même que, je crois qu'il y a un passage fin de première mi-temps, où je crois que c'est là d'ailleurs, on le voit à l'image, où Brunson 2, 3, 4 fois d'affilée il attaque Cornet qui est en drop, avec en plus en premier rideau, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu mais c'est fait exprès, on fait un premier écran ici pour obtenir Peyton Pritchard sur Brunson plutôt que Derrick White, donc on a un pré-switch avant de faire le vrai pick and roll. Et donc 3-4 possessions où en fait il attaque Cornet, il met des points, il va au panier, il met des pull-ups et au bout d'un moment donc on dit à Luke Cornet reste pas bas, reste très haut, fais des edges. Mais sauf que voilà, ça il est pas hyper à l'aise. Donc même Cornet a pas eu tant que ça de minutes et ça a été aussi du fait de Thibodeau. 17 minutes quand même, mais voilà, quand il n'y a pas Porzingis, il a joué un peu plus, je veux dire. Mais franchement, non, Thibodeau, j'ai bien aimé tout ceci. Mais bref, j'en étais où, j'en prends le fil. Ouais. Est-ce que Mazzulla, vu ça, vu les schémas qui ont été pas mal, donc malgré la surchauffe à 3 points, est-ce qu'on pourrait pas partir et se dire en fait pourquoi pas le faire plus quoi, pourquoi pas faire beaucoup plus d'Hallerford qui fait des switches et qui empêche tout décalage. Après le fait de faire ça, là encore, si tu switches, tu amènes les Knicks sur du 1 contre 1 ou sur des situations un peu de création, de punir un mismatch, donc 1 contre 1, mais il y a toujours un peu le qui-tout-double de Brunson au final. Et pareil pour l'autre côté, pour Boston, mais en gros, on donne des 1 contre 1, on donne des mismatchs. D'un point de vue rentabilité, sur de gros échantillons, c'est la bonne chose à faire, parce que isolation, c'est moins rentable que drive and kick, qui donne des catch and shoot à 3 points, qui donne des cuts, etc. Mais là, on parle à l'échelle d'un match et d'une série. Et là, en l'occurrence, on est tombé sur un Brunson qui, en fin de match, les 1 contre 1, il a fini par les punir, quoi. Donc il y a toujours un peu ce double aspect de c'est la bonne chose à faire. On oriente vers les situations les plus difficiles en théorie. Et après, il y a la pratique. Il y a la pratique de tel star qui peut prendre feu, tel star qui peut en arriver à. Voilà, on voyait sur la fin de match, à 4e quart-temps, il n'arrête pas d'aller chercher. Il a joué l'idée sur lui, mais on emmène décidément, j'arrive plus à parler. On amène Towns sur l'écran, donc à la forward switch, et la fin de match, Brunson fait des pull-ups à 3 points, je crois qu'il en fait 2 ou 3, des pull-ups à 3 points, il fait des isolations, mi-distance, c'est le festival quoi. Donc voilà, un peu ce double truc du shot making en fait, de la réussite pure. Là, il n'y a rien de schématique, il y a faisons le pari de la qualité de tir, mais après tu peux avoir, t'as un mec qui peut juste mettre les tirs compliqués, les 2 pull-ups à 3 points là qu'on vient de voir à l'image, c'est quand même génial quoi. Donc ouais. Mais bref, voici un peu pour l'attaque des Knicks. Que dire de plus J'ai pas été fan moi du match offensif de Mikal Bridges. Que j'aille voir quand même, que je dise pas de bêtises. Non, ok. Donc 8 points, 3 sur 13. Et dans l'idée, on lui a dit prends des pull-ups pour attaquer le drop, on l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, il a pas trop mis les tirs quoi. Bon, il a fait beaucoup de minutes, notamment pour la défense, etc. Mais même la défense, c'était pas impeccable. Mais je pense que ça, par exemple, c'est aussi un aspect où on peut avoir sur le reste de la série un Mikal Bridges peut-être un peu meilleur. Donc, punir certaines couvertures aussi un peu mieux, peut-être. Mais voilà. Que dire de plus à part ce shot-making de Brunson sur les switches qui a été évidemment énorme. Pardon. Le fait qu'on n'ait pas de Porzingis deuxième mi-temps, on a un peu dû rechanger les match-up. Donc, notamment, Hallerford a été sur Towns. Donc, Hallerford sur Towns, ça veut dire que on n'avait plus le fameux duel clé dont je vous ai parlé, le Tatum qui défend Towns, et à quel point est-ce que Tatum peut tenir ou pas, à quel point on peut rester comme ça et donc libérer Porzingis off ball, ou à quel point non, il peut pas tenir. Towns, ça reste quand même un gros compétent en poste bas, en isolation, qui va le punir, et donc si Towns arrive à le punir, on est obligé de changer les match-up et de faire entrer Hallerford ou de mettre Porzingis sur Towns, etc. Bon, là, autant dire que entre Towns qui prend une faute, une 4e, 3e faute, je sais plus, mais qui sort à 9 minutes, deuxième quart-temps, plus le deuxième mi-temps, il n'y a pas Porzingis. Grosso modo, on n'a pas eu ce duel pour l'instant. On n'a pas eu le duel de Tatum versus Kat. Voilà, parce que dans les faits, on l'a eu qu'un quart-temps. Donc voilà, pour l'instant, c'est un problème, une problématique et un point clé, un point de bascule de la série qui, à mon avis, est repoussé à plus tard. On n'a pas la réponse pour l'instant sur ça. Mais j'ai hâte de voir, parce que notamment match 2, si Porzingis est là, et que donc on a de nouveau Tatum sur Kat,
à mon avis, ce serait bien d'insister là-dessus. Côté Thibodeau et côté New York, allez tiens, plein de ballons pour 4, et puis on va tester, quoi. On va tester, on va forcer Boston à changer, à sortir de ces match-ups. Donc voilà. D'ailleurs, je parle de ça, mais l'avantage des Knicks d'arriver à forcer qu'il y ait Al Horford sur le terrain, c'est quand même un moins bon shooter que Porzingis, mais je crois qu'il a fait son match au niveau du tir. Non, il a fait qu'1 sur 5. Moi, j'ai un 3 points en tête, alors qui est assez marquant et qui était bien à une passe près de Tatum, mais bref. Donc voilà pour l'attaque des Knicks. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Je crois pas grand chose. On peut s'arrêter là. Bon, efficacité, vous voyez. Ils sont pas mal du tout à 3 points, notamment dans les corners. 63% dans les corners, c'est pas mal. 7 sur 11 dans les corners, c'est pas mal. Bref, et donc l'attaque de Boston. On avait commencé à en parler. Donc le switch all des Knicks qui a bien marché. Et la crainte, c'est un peu qu'il y a deux maillons faibles. Vous le savez, il y a deux maillons faibles côté défense des Knicks. Il y a Brunson et il y a Towns. En l'occurrence, pour Towns, on n'a pas été effrayé. On l'a laissé switcher sur Tatum notamment, et ça a plutôt bien tenu. On l'a aussi laissé switcher sur Jaylen Brown, voire même, il y a des configurations où il était en match-up direct sur Jaylen Brown, même de base, et franchement, il a bien tenu. Je sais pas si vous voyez un peu les trucs dont je parle, si vous avez un peu les extras en tête, je vais essayer de le retrouver. Mais je crois qu'il y a un drive de Brown assez tôt dans le match où il essaie d'attaquer dans l'espace. Ah ouais, d'accord, ça marche pas. Il n'y a pas les vidéos. Mais non, il a bien tenu en termes de mobilité, etc. Donc c'était cool. Ça, c'était assez cool. Et l'autre côté, c'est vrai que l'autre point de tension, l'autre point faible, c'est Brunson qui lui a été ciblé un peu plus, je trouve. A été ciblé un peu plus avec un peu plus de succès, notamment. Et il a été ciblé de plein de manières différentes en fait. C'est-à-dire que sur des pick and roll entre petits déjà, ou alors juste sur des actions où on le fait venir, on le fait monter sur Tatum avant que Tatum enchaîne avec un vrai pick and roll. Donc comme ça, quand il est en premier rideau qui doit traverser l'écran et que Tatum prend un pick and roll, bref, c'est un premier rideau qui est moins compétent que quand c'est OG Anunoby par exemple. Il y a aussi des fois où les Knicks voulaient pas switcher, forcément. Les Knicks veulent pas forcément switcher Brunson sur un mismatch, donc ils font du edge and recover, mais le temps de faire un edge et de recover, le poseur d'écran est déjà parti, donc il y a ça aussi qui a pu être un problème, et même pas mal de fois où il a été ciblé off-ball sur des sorties d'écran en fait. C'est-à-dire que où est-ce que je vais arriver à le retrouver ou pas, je suis pas sûr, mais bref. En gros, il y avait par exemple une sortie d'écran, donc aucun des deux n'a la balle, entre Derrick White et Tatum, et comme ça on forçait ce switch off-ball. C'est plus facile que si c'est Tatum qui a la balle, qui fait un pick and roll. Bon, Brunson peut un peu batailler, quoi. Il fait edge and recover, etc. On a déjà décrit. Alors que là, sur du off-ball, sur des écrans, sur de la sortie d'écran un peu off-ball, où la balle est sur l'aile droite avec Jaylen Brown par exemple, et qu'il y a une sortie d'écran pour Tatum. Bon, mais dans le feu de l'action, tu switches, quoi. Tu te poses pas la question parce que tu as envie de couvrir et empêcher le fait qu'il y ait un pull-up à 3 points ou un 3 points en sortie d'écran direct. Donc ouais, il a aussi été ciblé comme ça, et ça j'ai bien aimé pour le coup. Mais ouais, l'histoire du match pour moi c'est pas que ça, c'est un peu le creux offensif de deuxième mi-temps malheureusement, et même surtout la fin de match, quoi. La fin de match où regardez, on va aller voir les tirs de Tatum. Mais je crois qu'à la fin c'est pas bien, quoi. À la fin il y a pull-up jump shot, running pull-up jump shot, turnaround fadeaway jump shot, manqué, c'est que des tirs manqués. Pull-up jump shot, pull-up jumper, step back jump shot, manqué aussi. Tiens, est-ce que c'est pas face à un switch, ça, à tout hasard? Mettons-le en plein écran. Voilà, face à un switch, non même pas, c'est face à Josh Hart, et plutôt que de driver, parce qu'en plus les Knicks ne switchent pas, vous voyez que Towns reste en retrait et Josh Hart bataille avec l'écran, ça switche pas, mais Tatum qui se contente de prendre le pull-up à 3 points et le manquer. Et voilà, et ça c'est un peu dommage parce que de l'autre côté, il y a eu un drive notamment, mais c'est peut-être pas lui qui a mis le panier, mais il y a un drive notamment sur la fin de match où en fait il attaque le mismatch, il attaque en drive, il attaque en sortie de dribble, je crois qu'il fait un driving kick et donc une passe qui est libérée pour je sais plus qui, pour Jrue Holiday, je sais pas quoi, et en fait ça marche ça. Donc je trouve qu'on a retrouvé, encore une fois, on a retrouvé cet aspect des mauvais Boston Celtics, pas juste sur le fait de on prend plein de 3 points, mais surtout des 3 points de pas de bonne qualité. Et d'ailleurs là on le voit, fin de match, vous voyez à l'écran, c'est un pick and roll où on va chercher Brunson, donc ciblage de Brunson, qui veut pas switcher, donc vous voyez que Brunson va faire un edge and recover, un hard edge même, donc edge c'est à peu près au niveau de l'écran, hard edge c'est monter au-delà du niveau de l'écran pour essayer de barrer la route, voilà, le temps que Anunoby traverse l'écran. Donc Anunoby arrive un peu en retard pour le coup, Tatum a un peu d'espace, mais plutôt que de tirer profit de l'espace pour hop, je drive au panier, finalement non, il s'arrête, il prend le pull-up.
Et là encore, hein, c'est pas un pull-up le problème, c'est le fait de faire que ça et d'en avoir fait un peu trop, je trouve, sur ce match-là. Alors que sur drive, il aurait largement pu profiter du décalage d'un Brunson qui switche pas ou d'un 4 qui switch sur lui, il aurait pu l'attaquer en sortie de dribble. Donc c'est un peu dommage. Bon, après cela dit, il faut préciser aussi que il manquait le spacing peut-être de Porzingis, il manquait aussi la capacité de Porzingis de punir lui-même des plus petits au poste bas. Donc voilà. Qu'est-ce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin non, il y a plein de trucs que j'ai pas dit, mais genre, on va quand même pas y passer 3 heures. Il est déjà 13h19. On est en retard aujourd'hui. Bon match de Peyton Pritchard aussi. Très bon match de Pritchard, j'ai trouvé, sur tout ce qui est pick and roll entre petits, les fameuses empty action, pick and roll sur l'aile avec un shooter dans l'autre aile, etc. Donc, bon match de Pritchard, mais qui malheureusement a été un peu limité aussi. Pourquoi ? Parce que il était ciblé de l'autre côté du terrain, quoi. Voilà, là on le montre, hein, l'action classique. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'action en semi-transition. C'est un jeu à deux sur tout un quart de terrain, voilà, qui rentre à l'intérieur. Un shooter sur l'aile, comme ça, le gros peut pas descendre et aider. Et on enchaîne, donc là il y a un pull-up à 3 points. Ensuite, il y a une même action après, comme ça, où il va au panier. Enfin bref, bon match de Pritchard, mais malheureusement, c'est la défense, quoi. C'est la défense qui peut-être a un peu limité son temps de jeu. Donc voilà. Mais après, alors, ajustement possible pour le match 2, peut-être côté Boston. On l'a dit, premièrement, attaquer les mismatchs, mais essayer un peu de varier, les attaquer un peu différemment. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais Jalen Brown fait son match, hein, je trouve, sur punir un tel ou un tel. Brunson, notamment, il y a un stretch où il va chercher Brunson beaucoup, il le punit assez bien, donc ok. Mais bref, ajustement, attaquer les mismatchs un peu différemment, notamment Tatum qui lui peut driver, contrairement à Jalen Brown, il peut driver un peu mieux. Pourquoi pas aussi imaginer des post-up, beaucoup plus de cibler en post-up. T'es pas forcément obligé de juste faire des pull-ups dans le périmètre, ou des drives, tu peux aussi cibler des mismatchs en post-up. Mais après, j'aimerais bien voir aussi un peu plus. Bon, ça peut paraître sévère, hein, de créativité tactique, mais comme on a dit un peu, on a vu des actions où les petits, ou le petit Brunson a été ciblé sur des sorties d'écran ou des trucs comme ça. Ça serait sympa de voir un peu plus, notamment quand tu as un mec comme Jrue Holiday qui est un excellent connecteur, qui est un excellent poseur d'écran, qui peut faire l'extra pass, etc. C'est vrai que lui, par exemple, des actions avec un Jrue Holiday ou un Derrick White ou n'importe qui va un peu glisser l'écran plutôt que attendre le switch et attendre que quelqu'un monte sur lui. Non, je glisse l'écran, je vais au panier. Ou alors des écrans fantômes aussi. Pour le coup, ça peut être très cool. Tiens, d'ailleurs, on voit je crois que c'est celle-là dont je pensais. Regarder. Tatum obtient le switch, il a Karl Anthony Towns, il attaque sur drive. On est dans le money time, il reste 2 minutes. Il attaque sur drive. Qui est sous le panier dans le dunker spot ? C'est Jrue Holiday. Donc Tatum fait la passe sous le panier, Jrue Holiday ressort un 3 points, Derrick White, le connecting habituel depuis le dunker spot, et voilà. Ça c'est la bonne manière pour moi d'attaquer un mismatch, c'est de faire ça. Et là vous voyez qu'à la fin, un catch and shoot à 3 points ouvert dans le corner, c'est pas un pull-up contesté face à Towns loin du panier. C'est pas pareil. La qualité de tir donc la probabilité attendue, elle est très différente. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis le retour de Porzingis, je pense aussi à surveiller. Je sais pas si vous avez des nouvelles de Porzingis également. Oui, exactement. Nathan, je vais vous lire également. Excusez-moi, j'étais en monologue. Nathan, on parle de Sam Hauser aussi. Match compliqué, ça aide pas. Et tu vois, je parlais un peu de variété sur les écrans glissés, sur les ghost screens, sur les écrans un peu petits. Je pense que Sam Hauser, qui a pas beaucoup joué sur ce match-là, ce serait intéressant de le voir plus. Il a fait quoi ? Il a fait 3 minutes. Mais tu vois, Sam Hauser, la seule fois où il était sur le terrain, les mecs ont voulu mettre Brunson sur lui. Et on l'a vu tout à l'heure à l'image. Sam Hauser en poseur d'écran, Brunson sur lui. Bon, c'est facile de cibler Brunson. Et de le cibler avec un poseur d'écran qui peut ensuite faire pick and pop à 3 points. Donc ouais, tu vois, ça fait partie aussi pour moi des ajustements possibles on utilise un peu plus Sam Hauser pour des actions plus complexes. Des actions un peu autres que le simple, allez, pose l'écran, switch, 1 contre 1, statique, etc. Après, il rentre pas de shoot ouvert et il s'est un peu blessé. Ah, Sam Hauser était blessé ? Ah, d'accord, ok. C'est peut-être pour ça qu'il a pas beaucoup joué alors, mais oui, clairement pour moi, c'est une option tactique ça. Sam Hauser pour apporter de la variété, si en effet, l'Enix reste sur ce switch-all qui pour l'instant tient pas mal. Hein. Franchement, ce switch-all tient pas mal. Bon, ça dépend aussi. Hein. Peut-être que Boston, il y a des matchs, ils mettront plus de 3 points, ils sont quoi à 25%, mais franchement, sur un match où tu arrives à contenir les Celtics à 104 points par 100 possessions, et même, comme dit, malgré cette inefficacité un peu aléatoire à 3 points, mais c'est quand même une bonne perf, hein, pour le coup. C'est quand même une bonne perf. Donc voilà. La question de Mitchell Robinson aussi. On a commencé un peu à faire un switch-all avec lui. Finalement, ça nous plaisait pas. On a fait un peu du edge, un peu traditionnel.
Mais notamment, voilà, si Robinson joue encore de nouveau, je pense que, et si donc il fait des couvertures un peu comme ça, je pense que Boston aurait intérêt à réactiver le côté pick and roll Tatum Porzingis. Si Mitchell Robinson fait des 2 contre 1, fait des edges, etc., tu respams de pick and roll classique, et Tatum qui libère la passe par-dessus, extra passe, voilà. Ça, c'est une chance. De pouvoir affronter un mec qui, en défense, Robinson, ne va pas faire un switch, ça, c'est potentiellement en création de décalage, donc potentiellement du jeu qui peut être créé. Donc voilà. Question azadienne. Est-ce qu'avec Marcus Smart, ils auraient perdu le premier match? Bonne remarque. Je ne sais pas. Je me demande comment va Marcus Smart d'ailleurs. Bref. Où est-ce qu'il faut que je vous lise un peu? Après, on passe à l'autre match. L'impression que même les bons tirs à 3 points ne sont pas trop tombés dedans côté Celtics. Ouais, effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a un côté, certains tirs de mauvaise qualité, les pull-ups qui sont un peu énervants. Mais il y a aussi juste des tirs ouverts qui ne sont pas rentrés, hein, évidemment. Donc oui, effectivement. Et là encore, on parle de variance. Bon, il y a un match, ça peut arriver de mal shooter, ça peut arriver de très mal shooter, même si t'es la meilleure équipe à 3 points de NBA, voire même de l'histoire de la NBA, ça peut arriver. Est-ce que les Knicks peuvent s'attendre à 4-5 fois cette performance? Je pense pas. Donc voilà, ça aussi, côté Boston, on peut être un peu rassuré en mode, bon, sur 7 matchs, on peut penser qu'il y a des matchs où ça va quand même rentrer un peu plus, voire même qu'il y a un match ou deux où on soit au contraire en surchauffe. Donc ouais. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Il suffit de aussi... Mais après, voilà, il faut pas non plus... C'est pour ça que j'insiste également, mais il faut pas se cacher derrière que le 3 points ou l'efficacité ou le que... Ah, c'est la faute à pas de chance, ou c'est de la chance, c'est que de la réussite aléatoire. Certes, sur le shotmaking, c'est parfois aléatoire. Après, tu peux aussi réduire le côté aléatoire sur qu'est-ce que tu proposes dans le jeu. Donc c'est pour ça que varier un peu les actions, essayer un peu de cibler et d'attaquer différemment ces switches, tactiquement, ça peut aider. Et que, même si ça se trouve, si tu arrives à faire une attaque un peu plus développée, un peu plus variée, un peu plus complexe, et que tu attaques tes mismatchs un peu différemment, si ça se trouve, tu pourras même gagner, même si tu mets pas tes tirs à 3 points. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les deux aspects, pour le coup. Il y a le tir ouvert qui résulte du mouvement de balle et le pull-up. Ouais, exactement. Normal que ça punisse pas le switch, pareil. Exactement, tout à fait. Moumoul Albatros, exactement. Alors Ford aussi très ciblé en seconde mi-temps. Exactement, ouais. Vu qu'il n'y avait pas Porzingis, Brunson s'est régalé. Il s'est régalé sur la fin, Mais on en a parlé un peu. C'est l'aspect de un peu qui tout double, quoi. On t'attire sur les 1 contre 1 qui sont un peu compliqués et ça permet un peu que le reste du jeu soit statique, mais face à des superstars en playoff, quoi, on n'est pas en saison régulière, quoi. Et parfois les superstars en playoff, elles peuvent te punir. Mais j'avoue que là encore, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Donc ça me gênerait pas de recommencer et de retester ça pour le coup. On pratique pas, mais ça remet les idées en place, notamment en attaque. On panique pas, pardon, ok. On panique pas, exactement, on attend. Ok. Grok, bonjour Guillaume et bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toi aussi. Bonjour à toi aussi. Bref, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, à partager sur ce match? Des trucs que j'aurais oubliés. Après, on peut passer au suivant. Il a fait 2 tirs grands ouverts manqués, puis faute sur un 3 points sur lequel il se tord la cheville. Ah, Sam Hauser, ok, ça marche. J'ai aussi vu du 4 sur JB, exactement, on en a parlé. 4 sur Brunson en début de match. J'ai oublié que j'ai oublié si ça a duré, mais ça peut être une idée pour les Knicks. Exactement. Mais je pense que si le switch arrive à tenir, on a potentiellement une série hyper intéressante, quoi. Mais je pensais pas que Thibodeau aurait cette audace-là, et je pense encore que les Knicks peuvent punir un peu mieux que ça, ce switch all des Knicks pour l'instant. Donc voici. Bref, donc ça c'était pour le Boston-New York. On peut fermer ce chapitre, sauf si vous me dites que vous avez d'autres choses à rajouter. Globalement, je pense que la marge de Boston est beaucoup plus grande que OKC avec Denver. Eh bien, parfait commentaire pour faire la transition avec l'autre match, donc. Mais je suis d'accord que a priori, il y a quand même assez de marge côté Boston, donc c'est pas encore l'heure de paniquer, en tout cas. Là-dessus, on sera d'accord. Donc, est-ce que vous avez vu ce match-là également? Le match 1 entre Denver et Oklahoma City, 121-119, avec un tir complètement fou, non pas au buzzer, mais un game winner de Aaron Gordon pour plier ce match. Scénario fou sur la fin, mais heureusement, il n'y a pas que la fin, il n'y a pas que la fin de match qui était intéressante. Hop, on va se mettre les stats si j'arrive à les trouver. On est ici. Est-ce que vous avez écouté d'ailleurs la preview que j'ai sorti ce matin? Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez juste couper le live. Vous pouvez aller écouter la preview
parce qu'il y a plein de points qu'on a abordés qu'en effet, par exemple, j'ai insisté sur le côté bully ball de Denver qui est pas un bon fit en termes de tactique et stylistiquement pour OKC, parce que OKC est vraiment en mode la défense sur l'horizontalité du jeu, la gestion d'espace, boucher les terrains, etc. Voilà, ce côté hyper vif, hyper rapide sur les rotations. Vous le savez, le playmaking défensif. Mais j'ai bien insisté dans la preview sur l'aspect de... En même temps, bon, OKC, tu peux pas les contourner. Mais en même temps, Denver, ils s'en fichent parfois de te contourner, ils peuvent juste te rentrer dans la gueule. Un peu pour faire une analogie tactique, on va dire, grosso modo. Et on avait noté 3 aspects qui étaient clés, que sont 3 aspects où Denver a des immenses forces, un peu pour illustrer ce côté bully ball versus moins costaud, mais plus rapide, plus horizontal. On avait cité les lancers francs, où Denver est élite. On avait cité le rebond offensif, où Denver est élite, et on avait cité le panier. Voilà, 3 aspects où Denver est élite, et 3 aspects où, au contraire, OKC est pas très bon, voire même assez mauvais. On peut les regarder ensemble, directement, si vous voulez. J'ai plus les stats en tête actuellement, mais je crois qu'ils étaient 26e au niveau des lancers francs, un truc comme ça. OKC, 26 sur 30. On y arrive, c'est ici. Ils sont 26e sur 30 au niveau du taux de lancers francs concédés en défense, alors que Denver, eux, ils sont élites pour les provoquer en attaque, c'est lancers francs. Donc là, c'est pas bien. Pareil pour les rebonds, ils sont pas très bons, ils sont dernier tiers de NBA au niveau du rebond défensif OKC, et Denver est élite dessus. Ok, et puis pareil pour le panier, allons dans defense shooting frequency, non, accuracy surtout. Ils sont non, c'est pas le panier que je sais plus l'autre aspect, mais bref, c'est surtout que Denver est élite là-dessus. Mince, j'ai confondu, bon, c'est pas très grave. J'ai confondu, mais Denver est élite au niveau du panier. Donc, c'est un truc qui, voilà, tout n'est pas... on peut pas séparer chaque truc, notamment rebond offensif, être au panier, avoir des lancers francs, tout ça, c'est que des événements qui arrivent quand on est proche du panier. Donc voilà, et donc là, c'est un peu l'illustration de cette différence stylistique. Regardez qu'est-ce qui s'est passé sur le match. 86e centile en lancer franc. Denver a eu beaucoup de lancers francs. 98e centile en rebond offensif. En effet, Denver a eu beaucoup de rebonds offensifs et ils sont allés au panier à 37%, c'est-à-dire comme à peu près leur score habituel de saison, sans que OKC ne puisse les empêcher d'accéder au panier. Donc là, dès le match 1, on a cette illustration du bully ball. Le bully ball versus la défense d'OKC qui a d'autres qualités, mais donc aussi un peu cette faiblesse. Donc c'est hyper intéressant à suivre, je trouve, de ce point de vue-là, parce que la bataille tactique, elle va être passionnante pour le coup. Donc ouais, bon, après, la fin de match, le déroulé des événements, c'est un peu dommage pour OKC, et c'est vrai qu'on l'avait déjà répété, mais d'ailleurs c'est un peu pareil que contre les Clippers. Clippers, c'est pareil, souvenez-vous, les Clippers font un meilleur match au match 1, mais ils se prennent un comeback de l'espace sorti de nulle part au match 1, ils perdent le match, et au final, ça leur a coûté la série en fait, les Clippers. Donc sur une série au meilleur des 7 matchs, tu peux pas trop te permettre de gâcher une cartouche comme ça. Tu peux pas te permettre de lâcher trop de matchs comme ça quand t'es en bonne position, quand t'es le meilleur. Et là d'autant plus quoi. D'autant plus quand t'es à ce point en contrôle, quand t'as 2 lancers francs pour conclure le match et que tu le fais pas et que tu te prends une transition avec un 3 points de Aaron Gordon en plus, assez relativement improbable. D'ailleurs la transition aussi, ça je crois que Denver a brillé également. Ouais, c'est ça. Denver a brillé en transition, et donc c'est un élément où OKC d'habitude est très bon, mais Denver a gagné la partie sur ce match-là. Mais voilà, tu peux pas te permettre de perdre un match comme ça, c'est un fumble quoi, comme ils disent au foot américain quoi. Enfin, tu drops the ball, quoi. T'as lâché la balle. C'est pas bien. Et d'autant plus que regardez qu'est-ce qui se passe. Denver a shooté à combien ? 33% à 3 points. J'ai pas mes lunettes, je vois pas de loin, mon écran est loin, mais 33% à 3 points. Tu perds un match où Denver shoot à 33% à 3 points, c'est pas normal quoi. C'est pas normal. C'est un peu dommage, sachant que t'avais la maîtrise du match, sachant que Denver fait pas un match genre en mode méga surchauffe à 3 points quoi que ce soit. Donc ça c'est dommage de laisser passer une chance comme ça, surtout que au contraire du 3 points, je pense que le 3 points va remonter sur la série, ils ont des bonnes perfs à 3 points, mais le reste c'est beaucoup moins variant. On peut dire oui mais ils ont perdu parce que Denver a beaucoup de tirs au panier, beaucoup de rebonds, beaucoup de lancers francs, donc tout leur a réussi de ce côté-là, alors que ce sera peut-être pas le cas après. Ça je suis pas sûr,
autant le 3 points ça peut varier, autant lancer franc, rebond offensif, le panier, la transition, c'est des vraies forces de Denver qui viennent s'appliquer sur des faiblesses d'OKC. Donc ouais, je sais pas, on n'est toujours pas inquiet, mais je suis un peu conforté dans mon idée que le fit tactique est quand même pas très bon par rapport à la preview en podcast qu'on a fait ce matin, enfin qui est sorti ce matin, que j'avais fait hier. Mais voilà, à surveiller parce que maintenant concrètement, là on parle de stats un peu à l'échelle macro, mais quels sont les outils un peu pour de OKC de freiner un peu cette attaque de Denver, notamment ses points clés. Ben, il n'y en a pas, ou alors faut prendre encore plus de risques sur des rotations, faire sortir la balle, blitzer des Jamal Murray, prise à 2 sur Jokic, mais en fait c'est déjà le cas. C'est déjà le cas et on a juste eu affaire à une équipe de Denver qui... En fait, il y a aussi le principe de, je crois que j'en ai parlé dans le podcast, mais de less is more, comme j'aime dire. Notamment avec Gordon, hein. Less is more, c'est-à-dire, on pourrait penser que idéalement, à côté de Jokic, il faut du spacing maximum. En fait, non. Ce qui est bien aussi avec Gordon, c'est que t'as pas un spacing absolu pour Jokic, mais en fait t'as un mec qui est sous le panier, qui a une passe près, et que quand il y a une aide qui se déclenche sur Jokic, qu'il est proche de l'arceau, et c'est une option de scoring direct, quoi. Et en fait on a un peu ça même à l'échelle globale, je trouve, pour Denver, où tu peux te dire ouais il manque de spacing, mais sauf que je trouve que là on a eu un match où les cuts, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas des shooters respectés à 3 points, mais en fait ils cutent tous au panier, ils vont tous au rebond offensif, ils y allaient à 2, à 3, à 4, et non seulement ça a marché, ils ont eu les rebonds, mais aussi sur les cuts. Et là encore à surveiller, mais à quel point est-ce que le fait que la défense d'OKC se repose à ce point sur beaucoup de rotations dans tous les sens va pas aussi un peu faciliter le travail ces cuts, parce que quand tu fais des rotations, quand tu fais des pré-rotations, quand tu essaies de boucher l'espace, etc., bon ben logiquement tu dézones un peu par rapport à ton propre attaquant à chaque fois, mais donc forcément le cut est plus facile. C'est pas le cut où tu dois partir au panier et tromper ton adversaire sans qu'il te voie. Non, si voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc là je trouve qu'on a un peu eu ça. Où intuitivement on se dirait le spacing est pas bon, ça a pas marché, mais concrètement on a aussi l'inverse ok, il n'y a pas d'espace, mais en fait si les mecs ils viennent tous proches de Jokic ou proches de Jamal Murray ou proches de l'action ou proches du décalage, et que les mecs ils font des cuts coordonnés et que les mecs ils attaquent leur bon offensif, en fait t'as un aspect juste être au panier, c'est bien aussi, quoi. Donc ça on l'a vu, et on l'a vu directement. Je vais essayer de vous trouver des... voilà, là on en a à l'image par exemple. Donc on a pick and roll, Christian Brown et Nikola Jokic. Ok. Très bien. Donc le drop de Hartenstein, la passe est faite pour Jokic qui arrive dans la mi-distance, très bien. Et regardez qui est-ce qu'on a côté faible, on a Westbrook et on a Gordon. Donc là, dans la théorie, si on parle que en théorie et qu'on fait que des podcasts théoriques et tout, qu'on regarde pas les matchs, on dit bon le spacing est pas bon. La défense d'OKC est géniale, ils vont les abandonner à 3 points, et puis Denver va prendre les 3 points, mais ce sera avec des mauvais shooters, ça va pas marcher. Mais en fait non, parce que les mecs, Westbrook et Gordon, ils coupent au panier. Et il coupe dans le dos de l'aide. Regardez maintenant, soyez un peu attentifs par rapport à Jalen Williams qui doit gérer un peu les deux côtés faibles. L'aide vient de Isaiah Joe sous le panier, donc lui il dézone complètement, et donc côté faible, Williams doit gérer un peu les deux. Il doit gérer Westbrook et gérer Gordon. Bon, c'est difficile comme job, mais c'est quand même plus facile tout de même ce job si les deux restent à 3 points. Tu peux un peu faire un balayage et selon qui reçoit la passe, hop, tu ressors sur lui ou tu ressors sur lui. Sauf que là, que fait Gordon ? Il coupe dans le dos de Jalen Williams, qui doit gérer un peu les deux, qui doit un peu tout faire, et donc le cut vient totalement le prendre par surprise. Il peut pas tout gérer, il peut pas gérer à la fois le mec qui cut et Westbrook dans son dos qui reste à 3 points. Donc rebond offensif de Gordon qui met le panier. Voilà. Un peu cette idée, encore une fois, j'insiste, mais paradoxalement ou contre-intuitivement du parfois less is more, quoi. Ou plutôt, on va le reformuler, l'aspect de cassage de gueule de nos amis les Denver Nuggets. Mais il y a plein d'extraits comme ça, notamment sur la deuxième mi-temps. Alors je vais chercher les paniers de Westbrook parce que il y a deux fois où Westbrook fait des cuts pareil dans le dos des aides. Est-ce que c'est là potentiellement, voilà, sur un pick and roll Jamal Murray Jokic, on reste à 2 sur Jamal Murray, et donc ça requiert un troisième homme qui doit venir aider sur le pick and pop, hein, vous le savez, comme on reste à 2, donc il faut qu'il y ait un troisième qui vienne couvrir au cas où le pick and pop, parce que le pick and pop est très bon. Et regardez côté faible, Westbrook qui coupe, voilà, encore une fois, le cut côté faible coordonné, et donc là on a Isaiah Joe qui doit gérer 2 shooters, on a aussi SGA qui était aussi entre les deux, et là en fait il est pris de court, quoi. Donc un premier cut comme ça pour punir un peu, paradoxalement, mais pour punir les schémas qui sont proactifs de OKC. On peut se dire ouais, occupation de l'espace, génial et tout, on peut amener un troisième homme et on respecte pas le spacing, sauf que là c'est pas un spacing que tu respectes pas, c'est des joueurs libres. Si le mec est au panier, c'est pas du spacing, et
autant abandonner à 3 points Westbrook, tu peux le faire tous les jours, il n'y a pas de souci, mais si Westbrook il coupe au panier et qu'il vient dans le dos de ton aide, bon bah là tu donnes un layup à un mec qui peut mettre des layups, quoi. Donc c'est pas pareil que d'abandonner un shooter à 3 points et le shooter reste à 3 points. Et puis on a un deuxième, alors c'est pas là, je crois que c'est là, un autre pick and roll Jamal Murray Jokic, c'est peut-être celui-ci, je crois. Exactement, c'est celui-ci, et encore un cut et encore un panier pour Westbrook. Et là encore, ça part de quoi ? Regardez, on est à 2 défensivement sur Jamal Murray en sortie du pick and roll, voilà, Chet Holmgren et Kayson Wallace. Un troisième homme qui vient se rajouter dans l'action, c'est Caruso qui va faire la rotation sur le pick and pop, qui couvre le pick and pop, mais sauf que l'attaquant qui est abandonné à 3 points ne reste pas à 3 points. Westbrook ne reste pas à 3 points, il coupe dans le dos des aides, et vous voyez que comme il y a cette gestion d'espace qui doit être faite, il faut compenser l'aide, il faut aider celui qui aide, etc. Couper en plein milieu, souvent tu as un peu plus de liberté. Et donc il y a eu des cuts comme ça pour des rebonds offensifs, il y a eu des cuts comme ça pour des cuts, des layups, je veux dire, comme on a vu Westbrook à l'instant. Mais voilà. Que dire de plus ? Oui, alors le début de match a été passionnant, notamment parce qu'il y a plein d'enseignements. Jokic qui était défendu par Chet Holmgren. Ça, je pense que c'était un peu surprenant pour beaucoup. D'ailleurs, moi aussi. Moi, je pensais qu'on partirait sur le classique Hartenstein sur Jokic, plus en deuxième rideau Chet Holmgren. Mais je pense aussi, on avait parlé dans la preview que sur les matchs de octobre et de novembre, où Hartenstein était blessé d'ailleurs, on a vu que Chet en un contre 1, il peut tenir. Il peut tenir un peu face à Jokic, en tout cas plus que ce qu'on pourrait penser. Et donc on a fait ce match-up là. Et ce match-up était intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait ça a permis plein de choses. Ça permet plein de choses pour OKC, ce match-up de Chet sur Jokic, parce que en fait ça permet d'avoir... Alors mince, je trouve pas les extraits, hop. Ici même. Ça permet d'avoir Hartenstein sur Gordon. Donc en fait, là, avec ce match-up, tu annihiles totalement l'aspect où Gordon, sur la série d'avant, on l'avait vu, Gordon, il peut attaquer du Kawhi Leonard, il peut attaquer du James Harden, il peut attaquer des mecs au poste bas, dans ce mode bully ball. Donc, déplacer Hartenstein sur le poste 4, déjà, tu neutralises la possibilité que Gordon bully ball en isolation ou en poste bas, le poste 4 adverse qui serait parfois un peu plus léger. Notamment si tu inverses, si tu mets Chet sur Gordon, Chet est grand, Chet est long, mais je pense que Gordon il baisse l'épaule et il te rentre dedans, et puis voilà quoi. Donc ça fait des fautes, ça fait des paniers. Donc premier aspect de ce match-up qui était intéressant, c'est ceci. Deuxième, c'est par rapport au rebond, peut-être. Je me demande à quel point c'est pas un calcul par rapport à ça, de si on a Hartenstein qui est le meilleur défenseur et qu'il est pas sur Jokic, enfin s'il est pas sur Jokic, il peut être proche du panier. Alors que tout le malheur de Zubac, série du premier tour, c'est que Zubac étant sur Jokic, Zubac c'est le meilleur des rebondeurs de l'équipe, mais comme il est sur Jokic, il peut pas faire le rebond, quoi. Il est obligé de contester le tir de Jokic, il est obligé de suivre Jokic dans le périmètre. Donc il y avait un aspect où, en fait, de par ce simple match-up Zubac sur Jokic, les Clippers étaient plus fragiles au rebond offensif, et donc Denver s'est servi, et Denver s'est fait plaisir. Donc à quel point est-ce qu'on fait aussi ce match-up pour dire, d'ailleurs on voit à l'instant, là, Hartenstein off-ball peut impacter le rebond. Malheureusement, sur le match, vous avez vu que ça n'a pas marché, à cause des cuts, à cause de plein de trucs, mais Denver a pris plein de rebonds. Mais dans l'idée, je pense que c'est pas si mal que ça, ce genre de raisonnement. Et puis, ça permet aussi de créer des cross-matchs de l'autre côté quand ça part en transition. Vu que Denver fait pas ce genre de match-up, ils veulent pas Gordon sur Hartenstein, au contraire. Donc quand ça se projette en contre-attaque, on n'a pas les bons match-up. Donc ça c'est bien aussi pour l'attaque d'OKC de l'autre côté. Mais non, mais en fait, il y a aussi le fait que Jokic a été aussi défendu à 2. En fait, on n'était pas sur un vrai 1 contre 1, on n'était pas sur Jokic qui est défendu juste par Chet. En fait, il y avait des prises à 2, et prise 2 qui vient de la ligne de fond, baseline double, donc la prise à 2 qui vient d'en bas. Et le en bas, c'est qui ? C'est Hartenstein. Donc on avait ça, et ce qui fait que le post-up de Jokic a généralement été assez bien neutralisé, assez bien atténué sur ce match-là, et je pense qu'on peut s'attendre encore à une série où il n'y a pas tant que ça de post-up pour Jokic à mon avis, parce que avec Chet et donc Hartenstein en deuxième rideau notamment, qui vient aider, qui vient forcer des pertes de balles, etc. Franchement il y a de quoi penser que vaut mieux que Jokic opère plus loin du panier plutôt qu'en post-up, parce que post-up, comme dit, il va se prendre des aides, et donc voilà, c'est quand même un point important de ce match-là. Que dire de plus également. On a aussi l'aspect de Lou Dort évidemment et sur Jamal Murray, et de manière assez intéressante on a commencé le match avec finalement Lou Dort qui passe sous les écrans. Pourquoi ? Comme ça permet que Chet Holmgren reste accroché à Jokic.
c'est l'avantage. Chet reste accroché à Jokic. Il n'y a pas ce dilemme de mince, est-ce qu'on fait un switch, est-ce qu'on amène un troisième homme pour couvrir le pick and pop, etc. En tout cas, le début de match, on a commencé comme ça. Sauf que Jamal Murray a commencé à mettre un ou deux pull-ups. Là, regardez, je vous le mets à l'écran. Vous voyez que Lou Dort passe sous l'écran. Ce qui permet qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On peut rester un peu en mode comme ça. Jokic est couvert. Et donc le nombre de décalages est limité sur ce pick and roll. Sauf que au bout d'un moment, Jamal Murray commence à mettre 2-3 pull-ups. Bon, t'as plus trop envie de passer sous l'écran. Donc ça s'est ajusté et donc on est retombé sur la configuration classique de soit on fait un switch sur l'écran, et si tu fais un switch, bon ben ensuite Jokic peut aller s'installer au poste bas contre un plus petit, contre Lou Dort, contre Caruso, contre des mecs comme ça. Soit sinon un troisième homme, et donc ça crée des décalages. C'est ce on a déjà parlé tout à l'heure avec les cuts dans le dos des Z, etc., les rebonds offensifs. Bref, un peu ce truc là. Donc voilà. Que dire de plus. Bon, la Caruso aussi qui a été génial défensivement. Alors il a mis des tirs, ça c'est quand même très bien. On va en parler aussi de l'attaque de Casey, mais non, mais ne serait-ce que ce truc aussi là de défensivement, il a été utilisé quasiment en safety, où il démarre la deuxième mi-temps, Hartenstein est sur le banc, et en fait on a un mec qui a une liberté quasiment totale de faire à peu près ce qu'il veut, quoi. Regardez, 5 interceptions, 2 blocs sur un match où il joue 26 minutes. Voilà, c'est je sais pas si c'est un record, mais on doit pas en être loin pour le coup. Et non, mais ce qui était sympa, c'est l'aspect de bon, c'est risqué, comme on a dit, les cuts peuvent te prendre à revers si t'es trop proactif dans ta défense, etc. Mais mine de rien, l'impact défensif d'un mec qui se déplace off-ball, qui a un peu cette liberté. Regardez, là, poste bas de Jokic sur Chet, Caruso est pas loin, il bouge le terrain, et en plus, interception quand Jokic essaie de servir le cut de Westbrook. Voilà, donc ça c'est génial. Et puis surtout, deuxième mi-temps, il a fait des actions assez mémorables aussi. Là, il est à une passe près. Il vient boucher le terrain, interception sur la passe qui est mal faite de Jamal Murray. Ok, il y a des actions, il y a un contre par derrière, vous l'avez vu aussi sans doute, je crois, non, ce contre, hop, où Jokic pense qu'il a un contre 1, il pense qu'il a un switch, il peut l'attaquer, il pense qu'il peut l'attaquer tranquillement, et en fait Caruso arrive de derrière, si je vais arriver à le trouver, voilà, c'est ça, c'est celle-là. Un cut de Jokic en mouvement, il se dit, ah, super, j'arrive lancé contre Jalen Williams. Et en fait non, contre par derrière, donc ça c'est un élément important aussi, et là encore je me pose la question de à quel point est-ce qu'on va faire ça. Est-ce qu'on va rester un peu en mode plus petit et donc Hartenstein va sortir du banc, ou est-ce qu'on va retrouver aussi pas mal de configurations avec les deux sur le terrain. Je pense que au final les deux ensemble, les deux gros, c'est quand même assez utile pour le coup, même si je comprends cet aspect de rajoutons aussi un mec encore plus mobile, encore plus de volume off-ball en défense pour faire des rotations partout. Je peux comprendre, mais moi ce qui me dérange c'est que Caruso il a mis quoi, 5, 6, 3 points, je sais plus combien, 5 sur 9, il met plein de 3 points. Bon, je ne m'attends pas à ce que Caruso mette autant de points, de 3 points, de tirs à 3 points sur le reste de la série à chaque match. Donc je m'attends pas à une telle viabilité offensive. Et d'ailleurs, vous voyez que s'il a été ouvert à 3 points aussi, c'est pourquoi ? Parce que la défense Denver l'abandonne. Donc oui, ok, il a eu des tirs ouverts, il les a mis. Mais je veux dire, je pense que Denver va un peu continuer de parier là-dessus, d'abandonner Caruso pour mieux aider à l'intérieur, pour mieux aider sur des pick and roll, des drives, etc. Donc voilà, la question c'est que va faire Caruso ? Est-ce que Caruso va pouvoir continuer un peu cette efficacité à 3 points qui le rend viable ? Mais en effet, si c'est pas le cas, si on a un peu le Caruso de d'habitude, bon il est utile pour la défense, mais à quel point tu peux te permettre de l'avoir sur le terrain, vu que la défense on va y arriver, mais la défense des Nuggets c'est très très proactive, donc tu as besoin aussi de beaucoup de shoots. Ça on en a parlé en preview, là encore le podcast qui est sorti aujourd'hui si ça vous intéresse, le Basket Lab, la chaîne principale des podcasts je veux dire, mais bref. Que dire de plus, je regarde mes notes, mais il y a trop de notes tellement il se passait de trucs dans ce match. L'aspect aussi où, bon, au final, j'étais un peu déçu, je trouve que SGA n'a pas été assez ciblé. Je suis un peu déçu de ça, je pense que Jamal Murray peut le cibler encore plus sur des pick and roll entre petits, ça n'a pas été fait pas trop, et je pense surtout que Jokic peut le cibler sur des pick and roll entre petits, et que ça non plus, ça n'a pas trop été fait, pour le coup. Donc un peu dommage, parce que en fait tu le laisses un peu libre, quoi, tu le fatigues pas, alors que le but ce serait un peu de le fatiguer, donc ça c'est un peu dommage. De l'autre côté on a dit, le post-up de Jokic est un peu compliqué parce que quand il est proche du panier, OKC déclenche des prises à deux depuis la ligne de fond, parfois un peu depuis le haut, quand c'est Caruso, etc. Donc en fait on a eu aussi très simplement Jokic qui encore une fois s'est déplacé sur le terrain et qui a déplacé sa zone d'action, plutôt que d'attaquer en post-up, je me déplace en tête de raquette face au jeu, et là c'est quand même plus compliqué de faire des prises à deux.
Clairement, c'est prise à 2 quand il est face au jeu, il peut faire la passe, il peut te punir de la prise à 2, ou alors t'as pas le temps de faire la prise à 2. De toute façon, il est en plein cœur du jeu, c'est dangereux, il peut mettre un flotteur, il peut mettre un pull-up jump shot, il peut driver au panier. Donc voilà, un peu ce côté où on faut s'attendre à ce que, pour générer plus ce genre de 1 contre 1 plutôt que des 2 contre 1, je pense que Jokic devrait opérer un peu plus depuis le périmètre, depuis la tête de raquette. Donc ça a été fait aussi sur ce match. C'était assez cool. Et puis quoi d'autre j'avais pensé à un autre truc, mais c'est pas grave. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc voici pour le côté offensif. Et oui, en plus, c'est vrai qu'on l'a dit, hein. Bon, Gordon met un tir un peu improbable à la fin, mais Denver shoot à 35% à 3 points. Je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux. Après, la stat intéressante, c'est ça pour OKC, c'est qu'ils ont bien défendu le panier. À peine 51% d'efficacité au panier concédé. C'est dans le 6e centile pour Denver. Donc Denver a shooté à peine mieux que 6% dans tous les autres matchs de cette saison. Donc c'est pas top. Mais le problème, c'est ce qui se passe après. OKC défend bien le tir, mais sauf qu'après t'as un rebond offensif, t'as une deuxième chance, etc. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bref, voici pour ce côté-là du terrain à surveiller, à resurveiller d'autres aspects. Juste, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Strawther a joué un peu, mais pas tant que ça. Strawther a joué 6 minutes pour son shoot, mais pas tant que ça. Bref, voici. Ah si, non, pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Compliqué, hein, la seconde unité. Compliqué comme on pouvait un peu le prédire. C'est-à-dire les minutes sans Jokic, encore une fois, qui ont été gagnées par la défense, par OKC, qui a été assez étouffant. Donc là encore, à quel point est-ce que Jokic pourra se permettre de se reposer ou pas ? Là encore, toujours un point clé des séries avec les Nuggets. Là, sur ce match 1, pas top du tout. Et d'ailleurs, je crois que Jokic joue 44 minutes. Donc en première mi-temps, il s'est reposé beaucoup. Et on a vu que ces minutes-là, assez longues, de longues minutes sans Jokic avec Jamal Murray, je crois qu'en deuxième mi-temps, il n'est pas beaucoup sorti, hein, Jokic. Donc voilà, à surveiller, parce que sur une fin de série, peut-être que si Jokic est obligé de jouer... Ah non, c'est Jamal Murray, pardon. Jokic a joué 42, mais bref. Mais voilà, surveiller, parce qu'en fin de série, si t'es un peu obligé de les surutiliser, sur un match 5-6-7, t'es peut-être fatigué, quoi. Donc voilà, le quid de la création sans Jokic, mais bon, ça c'est un peu toujours la même chose. Bref, c'est bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Et puis de l'autre côté, là pour le coup, je vais pas refaire tout le refrain complet, mais vous pouvez aller écouter les previews. La preview que j'ai sortie, si ça vous dit, je le développe un peu plus. J'ai parlé en preview de la bataille des stunts, c'est-à-dire de à quel point Denver va arriver à rétrécir le terrain pour empêcher les drives de HDA. Et c'est vrai que bon, sur ce match-là, je trouve que la bataille a été remportée par Denver largement, très largement. Vraiment, le rétrécissage de terrain, pour le dire un peu, pas de belle manière en tout cas. Mais voilà, les stunts, donc les aides off-ball qui sont venus, qui se sont resserrés autour de HDA, elles ont été parfaites. Et premièrement, HDA n'a pas pu développer son jeu habituel de drive, etc. Même deuxièmement, les shooters n'ont pas été capables de punir ce genre de dézonage des défenseurs de Denver. Donc ça c'est aussi un point clé, quoi, un point capital. Vraiment, j'insiste, hein, mais ce match-là pour moi est gagné pour l'instant avec Denver qui fait ça. Je regarde là, il fait quoi ? Il fait 33 points sur le match parce que ça reste SGA. Je crois qu'il y a quelques lancers francs, il y a 2 pull-ups à 3 points. Mais en fait, globalement, il y a aussi pas mal de fois où SGA, là où il a le mieux attaqué, le mieux marché, c'est sur la transition en fait. C'est sur de la contre-attaque ou sur de la semi-transition. Bon, je remonte la balle, c'est pas de la contre-attaque à fond, mais grosso modo, voilà, on est un peu en train de revenir. Là, par exemple, c'est un exemple, vous le voyez à l'image, c'est un pick and roll qui est fait en early offense, un peu très tôt dans la possession. Et grosso modo, le terrain n'a pas le temps d'être structuré comme il faut par Denver. Regardez, Gordon n'est pas encore revenu, il est encore en train de revenir en défense, il est sur l'aile, mais il n'est pas bien placé, donc il peut pas boucher le terrain comme il faudrait. C'est pareil de l'autre côté, et donc sur ce genre d'action, en semi-transition, HDA arrive à pénétrer jusqu'au panier. Voilà. Mais ça, c'est un peu les seules fois où le drive de HDA a bien marché. Mais sinon, sur jeu placé, en fait, HDA n'a pas pu opérer. Mais parce que en réalité, Denver a très bien structuré le terrain,
à déclencher des aides à une passe près de Gordon, de Michael Porter Jr., même des fois, des fois il y avait Jokic qui défendait Chet Holmgren qui est sur l'aile, qui représente un bon shooter sur l'aile pour justement ceci. Et sauf que Jokic n'hésite pas à abandonner notre ami Chet pour boucher le terrain, pour empêcher un drive de SGA. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est largement gagné ce duel par rapport à ça. D'ailleurs là on voit aussi un excellent contre-move de la part d'OKC. On est en milieu de premier quart-temps, il a dessiné un très bon système, on fait semblant de faire un pick and roll qui va rentrer main gauche, et en fait il refuse les deux écrans, et comme ça vous voyez qu'il déboule sur un côté où il déboule main droite, mais sauf qu'il n'y a personne main droite. Donc il n'y a personne qui peut faire un stunt, qui peut s'interposer, qui peut boucher le terrain main droite, et donc en effet, vous voyez que où est-ce qu'il va ? Jusqu'au panier. Ça, c'est toute la différence. Et ça va être un peu le point clé pour moi de à quel point McDaniel arrive à lui-même un peu dessiner des systèmes pour créer du spacing factice ou du vrai spacing pour libérer des chemins de drive. Là, on en voit un qui est parfaitement fait. Parce qu'en refusant l'écran, tu pars d'un côté où il n'y a personne, donc tu n'es pas gêné en amont du drive et donc tu peux aller jusqu'au panier. Voilà. Et je crois qu'en fin de match également, il y a des situations aussi, regardez, voilà. Je tombe directement là-dessus. C'est un espèce de, on appelle ça un 1-4 flat. C'est quoi ? C'est le fait qu'il y en a un 1-4, 1-4, 1 en haut et 4 alignés en bas. Grosso modo, 4 joueurs du Thunder alignés en bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but offensivement, c'est que OKC vide les deux ailes. Voilà. Sur tout le reste du match, il y avait un shooter sur l'aile, et donc il y avait aussi un défenseur sur l'aile qui venait boucher l'espace en tête de raquette, donc qui empêchait SGA de driver. Là, regardez, on fait un 1-4 flat, donc personne pour venir s'interposer. C'est l'intérêt, et donc regardez, bon, là en l'occurrence, il n'arrive pas complètement à dépasser Christian Brown, c'est un peu dommage, mais on est sur ce genre de configuration assez bien côté OKC, mais ça vient en fin de match, et je dirais qu'on est globalement sur pas une bonne perf sur l'ensemble du match, pas une bonne perf tactique pour l'instant pour contourner ces stunts, pour empêcher ces stunts ou pour les punir. Ça aussi, soit en fait tu as deux solutions, soit tu organises le terrain pour qu'il n'y ait pas de stunt, premièrement, mais ça c'est compliqué, ou deuxièmement, tu laisses Denver faire des stunts, faire des aides, dézoner pour venir sur SGA et boucher l'espace en tête de raquette pour empêcher qu'il avance sur le drive. Mais comment est-ce que tu punis ? C'est en donnant la balle au shooter qui a été abandonné et en scorant. Sauf que, on l'a dit ou pas ? Où est-ce que j'ai la stat ? Où est-ce qu'est la stat ? Je ne sais plus. OKC n'a pas bien shooté. Voilà, OKC font un peu comme d'habitude, c'est-à-dire OKC n'a pas bien shooté à 3 points, 35% sur le match-là, et encore 15 sur 42, si on enlève un peu la surchauffe de Caruso, bon, c'est peut-être encore moins, mais voilà, ça c'est pas pour rien si en preview j'ai un peu insisté là-dessus. J'ai insisté beaucoup sur la bataille des stunts, la capacité à Denver à quadriller le terrain pour empêcher les drives de SGA. Et c'est pour ça que sur le match, il a fait aussi, un peu comme Tatum, il a aussi fait beaucoup de pull-up à 2 points, beaucoup de pull-up à 3 points, de moins bonne qualité, mais parce qu'en fait, il ne pouvait pas progresser jusqu'au panier. Donc Denver a bien structuré le terrain sur ce match 1, c'est exactement ce qu'il faut continuer à faire. Mais, de l'autre côté, le point de bascule, c'est à quel point est-ce que OKC peut mettre les shoots pour punir ça. Et là, sur ce match, Isaiah Joe fait pas un bon match, pour le coup. Je crois qu'il fait 0 sur 4. 0 sur 4. Il y a même un système un peu sympa là, qu'ils font depuis 4-5 ans au KC en deuxième mi-temps. Je sais pas si je vais arriver à le trouver, mais un tir ouvert qui est totalement manqué. Voilà, c'est là, regardez. Hop, SGA qui fait un premier pick and roll, on obtient le switch. Isaiah Joe qui descend dans la raquette. En fait, non, je remonte, je prends un tir en sortie d'écran. Voilà, totalement libre. Sauf que là, il le loupe. Bon, bref. En gros, Isaiah Joe n'était pas en forme. Chet Holmgren n'a pas trop mis ses 3 points aussi, je crois. 0 sur 3. Donc là, clairement, tu as quand même deux de tes meilleures armes anti-stunt, comme on dit. Tes meilleurs shooters qui peuvent punir ces stunts, ce dézonage. Les deux ont été de manière combinée à 0 sur 7, à 3 points. Donc voilà. Tu rajoutes aussi d'autres shooters par-ci par-là. Jalen Williams aussi, 2 sur 9, par exemple. Mais en fait, c'est même pas que dans les tirs qui sont loupés. Il y a aussi parfois le fait que les tirs sont même pas tentés. Quand le terrain est bouché et que SGA fait la bonne action, c'est-à-dire mince, ils sont 3 sur moi, il y a un mur devant moi, je lâche la balle au shooter sur l'aile. Il y a aussi des fois où le shooter en fait il shoot pas. Il prend pas le 3 points, et il enchaîne sur un drive, il enchaîne sur une autre action. Donc voilà. Pour l'instant, pour moi, certes, OKC aurait pu gagner ce match-là, mais je trouve que le boulot défensivement de la part de Denver est quand même très bon. Après, le verre à moitié plein peut-être pour OKC, c'est de se dire on aurait pu le gagner malgré cette bonne défense, et d'ailleurs on pourrait aussi se dire que même s'ils répètent ces schémas, il y a moyen que nous, dans le futur, on mette nos tirs un peu plus que là, et donc peut-être que
c'est un peu plus la vision optimiste. Hein. Même si Denver réplique de nouveau ces schémas, peut-être que sur le match 2, 3, 4, 5, 6, on peut espérer shooter un peu mieux que ça. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif pour le coup. Mais c'est vrai que, en tout cas, bilan très simple du match 1, c'est que Denver a totalement endigué l'attaque de HDA. Qui a pas fait son attaque d'habitude, qui a pas pu faire son attaque d'habitude de drive, de aller au panier, de voilà ce genre de choses. Donc il a fait aussi d'ailleurs un peu plus de pick and roll, mais c'est pas son truc principal, le pick and roll, d'autant plus que bon, ça on peut le dire aussi, un côté défense de Denver. Comme prévu, on a un peu alterné, on a même beaucoup alterné au niveau des match-up, c'est-à-dire que Jokic en fait n'a pas si souvent que ça été sur Chet Holmgren ou sur Hartenstein. Donc il a été trimballé sur Caruso, il a été trimballé sur Lou Dort, il a été trimballé sur Case Nolas. En gros, Jokic a passé, je dirais, plus de la moitié, voire même 60-70% du temps sur des petits. Donc après, tu peux toujours regarder, je crois qu'il y a un truc comme ça là, une action, je peux vous montrer. Oui, tu peux tout de même le cibler sur pick and roll. Tu peux mince, il n'y a pas de vidéo. Ok, super. Tu peux tout de même le cibler sur pick and roll, le Jokic. Mais sauf que tu le fais avec un poseur d'écran qui est pas intéressant. Lou Dort. Et donc notamment, il y a un truc comme ça où pick and roll HDA qui veut cibler Jokic. Jokic est amené sur l'écran. Lou Dort, pick and pop à 3 points, mais il le manque. Donc voilà, ça c'est un peu ce genre de choses. Ou pareil, quand le poseur d'écran s'appelle Caruso ou quand le poseur d'écran s'appelle Cason Wallace, bon c'est cool, mais il n'y a pas la verticalité d'un Chet Holmgren pour plonger au panier, pour faire le alley-oop, pour la menace qui fait reculer la défense ou qui la punit d'être haut, etc. Donc globalement, j'aime beaucoup ça de la part de David Adelman. C'est un truc que Mike Malone faisait un peu moins, je trouve. L'aspect de bouger au niveau des match-up, de tester un peu plus, mais enfin il le faisait quand même un peu plus sur les dernières années, mais pas à ce point. Là, on a vu que série de premier tour, on n'hésite pas à mettre Jokic sur Chris Dunn, Derrick Jones Jr., etc. Et là, pareil. Là, dès le match 1, Jokic a passé beaucoup de temps sur finalement sur des poseurs d'écran qui n'ont pas une même menace de 3 points, de pick and pop, de roll au panier ou de scoring tout simplement. Donc voilà. Que dire de plus? Je lis mes notes un peu aussi, peut-être pêle-mêle. Oui, Peyton Watson qui fait aussi un bon match face à Jalen Williams, il fait des actions défensives assez cool. Mais d'ailleurs voilà, ça aussi. Oui, tiens, j'y pense. Oui, il fallait en parler. Williams. Jalen Williams, je pense que beaucoup sont un peu bas sur son cas et je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que ça fait il a pas fait un grand match ici. Il a combien? Les stats c'est quoi? Je peux vous les dire. Il a 5 sur 20 au niveau du tir. Voilà. Je peux vous mettre les tirs, mais on a la confirmation de ce qu'on a. On en avait parlé en preview en mode est-ce que par hasard Denver va pas se contenter de faire des drops sur la pick and roll de Williams? Parce que certes Williams a un peu le pull-up à 3 points, Jalen Williams, à 2 points surtout, le pull-up à mi-distance, donc rester en drop, rester bas par rapport au niveau de l'écran, c'est lui offrir cet espace à mi-distance. Ok. Sauf que l'intérêt de faire ça, c'est que en restant bas, tu contrôles l'action. Alors que si tu étais plus haut, par exemple, si tu faisais une prise à deux, il pouvait faire un passing par-dessus, et toi en faisant une prise à deux, c'est un risque, donc un décalage, etc. Alors qu'en drop, tu contrôles et il n'y a pas de création de chaos. Et puis surtout, Williams, c'est pas un driver d'élite. C'est un bon driver, mais c'est pas un driver d'élite, c'est pas un mec qui va attaquer le contact, surtout encore à ce stade de sa carrière. Il le fait pas. C'est peut-être un peu décevant parce qu'il est grand, il est long, il est très athlétique, mais il ne le fait pas. Et donc en fait, on a vu tout le match dès le début, et en fait ça s'est poursuivi. D'ailleurs, vous regardez, première action, il le met le pull-up, il met le pull-up à 2 points, parce qu'il y a de l'espace, il avance, il met le pull-up à 2 points. Mais en fait, c'est une manière pour Denver de contrôler, de limiter les dégâts, parce que tu restes en drop, au final Williams il peut pas faire tant de dégâts que ça, quoi. Et soit il prend des tirs un peu pas hyper rentables, les longs 2, ou des tirs à mi-distance en pull-up, soit sinon en fait et en plus t'as pas le côté mince, c'est un bon passeur, et mettre de la pression sur lui, ça peut débloquer tout son passing, débloquer du jeu, etc. Donc voilà. Tiens, là c'est l'action dont j'avais parlé de Peyton Watson sur Williams, qui a été génial, pour le coup. Peyton Watson, je trouve, il défend 4 mecs sur la possession et il finit sur Jalen Williams. Donc voilà, Denver pour l'instant, tant que Williams ne peut pas punir, je pense que Denver va continuer à faire des drops pour limiter les dégâts et limiter la création de chaos. Donc ça c'est génial si Denver arrive à faire ça, et s'ils arrivent à s'en sortir comme ça, pour eux c'est un énorme plus. Et donc voilà, on poursuit un peu un quid de Williams. C'est un peu sa série, il faut quand même qu'il montre que, en tout cas il faut qu'il soit au niveau en termes de création secondaire. On attend quand même un peu plus de lui, je pense, pour que ça passe, parce que HD est tout seul. D'autant plus un HDA dont l'attaque principale est un peu endiguée pour l'instant. On attend qu'il y ait une deuxième option qui fasse un peu plus.
Mais donc voilà. Que dire de plus? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses déjà. On a dit pas mal de choses. J'ai fini mon monologue, je vais vous lire. Excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Où est-ce qu'on était? Ouais, bizarre la fin de match, ouais, on est d'accord. Sur la preview en post-match, c'est intéressant. Non. Non, j'ai enregistré la preview hier avant le début du match. Mais les podcasts, en général, je les sors le matin à 5h du matin. Mais bon, après, ça c'est la NBA, hein, ça je peux parler un peu. J'ai un peu les boules de ça, hein, pour le coup, qu'on n'ait pas eu un jour de plus, quoi. Parce que là, c'est un peu dommage en termes de. Voilà, on a été obligé un peu de tout rusher, de preview et tout. Et voilà, c'est un peu nul, quoi. Bon, je pense que la preview reste intéressante, hein, même après le match 1 à écouter. Mais non, ça c'est un peu nul, parce que même en termes de fatigue, bon là Denver a gagné le match 1, mais à quel point les Warriors vont pas un peu pêcher sur le match 1 contre les Wolves, de par aussi la fatigue, parce qu'il y a qu'un jour de repos, c'est un peu dommage, je trouve ça un peu dommage, mais ouais. Non, mais surtout en fait, j'avais déjà sorti un podcast hier matin, donc je voulais pas sortir deux podcasts le jour même. En plus j'ai dû finir le montage un peu tard hier soir à cause j'ai eu des problèmes dans la journée, donc bref, mais non mais oui, c'est sorti après le match 1. Ce sera pareil pour les Warriors contre les Wolves, ça va sortir demain matin, hein, malheureusement. Ce sera après le match 1. Quoique, techniquement, si je le sors à 4h du matin ou à 5h, je crois que ce sera avant le match 1. Donc je vais peut-être me couvrir et le faire sortir le podcast à 4h du matin, et le match sera à 4h30. Mais ouais. Mais je pense que tu peux l'écouter un grok, hein, si t'as envie. Ça reste intéressant pour les enjeux de la série plus en détail. Ou alors tu viens, t'écoutes les quotidiennes et puis ça suffit, on parle de ce qui se passe pour de vrai. Bref, Jokic qui a provoqué tellement de fautes, 5 fautes pour Holmgren et Isa, Hartenstein je suppose, au début du dernier quart-temps, c'est fou. Ouais, exactement. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un effet Jokic qui fait un peu plus de flop que d'habitude. En tout cas, qui plus malin peut-être, disons, on peut le dire comme ça, avec la connotation positive. Non, je trouve qu'il est plus malin sur ses playoffs. Je l'ai rarement vu aussi bien jouer la faute, entre guillemets. Donc voilà, après, c'est ironique que les fans d'OKC râlent un peu à cause de ça, parce que SGA aussi provoque beaucoup de fautes, hein, pour le coup. Mais non, mais effectivement, je suis d'accord. Et puis, enfin, c'est pas que du flopping, hein, il y a aussi un côté où, voilà, quand t'as un mismatch et que t'attaques un plus petit au poste bas, voilà, tu te prends des coups, hein. Donc ça, c'est une faute légitime. Donc ouais, effectivement. Bonjour Guillaume, salut Pipa, salut à toi. J'ai toujours pensé que Denver était armé pour poser d'énormes problèmes au Thunder, je suis d'accord. Mine de rien, c'est une équipe très difficile à battre sur une série. Jokic est un profil quasi unique. Oui, c'est l'avantage, je trouve. C'est l'avantage de Jokic sur toutes les séries, c'est que c'est tellement un joueur non seulement très fort, mais surtout très atypique, que en fait c'est un peu le casse-tête ultime tactiquement. En fait, je pense que par exemple, un porteur de balle, ce serait un peu plus simple à appréhender. Et d'ailleurs, on a vu que bon, ils ont perdu contre Doncic l'an passé parce que les role-players ont mis des tirs, parce qu'ils n'ont pas mis assez de tirs, etc. Mais on va dire que le plan de jeu défensif était quand même un peu plus simple. Là, il y a ce truc avec Jokic où, même si Denver est un peu moins fort collectivement en tant qu'équipe, il y a ce truc où c'est quand même le meilleur joueur du monde, et en plus un profil atypique qui peut tout faire, quasiment tout faire, qui n'est pas un profil classique, donc en fait il peut poser des problèmes de plein de manières différentes. Tu vois, si c'était qu'un Embiid par exemple, quoique Embiid aussi a un jeu assez varié, mais si c'était juste un joueur de post-up, Jokic, c'était fini quoi. Zubac arrive à le stopper en post-up, Hartenstein et Chet arrivent à le stopper en post-up, mais non, il y a soit post-up, soit post-haut, il y a soit pick and pop, soit le passing après l'écran. Il y a le flotteur, il y a le drive, il y a le drive and kick, il y a les pick and roll en tant qu'opposant d'écran avec Jamal Murray, il y a aussi les pick and roll inversés, etc. Donc ouais, en fait c'est le casse-tête ultime tactiquement. Donc ouais, je te rejoins, Pipa, tout à fait. Et c'est une équipe qui défend bien. Alors ça, pour le coup, c'est nouveau, j'ai envie de dire. C'est revenu en playoff. Et peut-être que il fallait pas s'inquiéter, du fait que la saison régulière, c'est la saison régulière, que les mecs étaient en mode à la cool, surtout un effectif aussi vieux, aussi expérimenté, qui a déjà fait plein de choses, pour le coup. Peut-être qu'on a surréagi ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, le constat, c'est que sur ce début de playoff, les rotations sont de nouveau là. Et même là, sur ce match, sur ce match, moi, il y a des séquences là, de Westbrook et de Jamal Murray, je suis waouh. Ah ouais, ok, les mecs, les vis sont bien resserrés, alors que je me suis plaint un peu toute la saison de leur rapport. Là, le match, ouais, il y a des séquences défensives en deuxième rideau, etc., qui sont très bonnes, ouais. Donc ouais, je suis d'accord. C'est la 3e fois cette saison que Denver blitz SGA sur tous les moments. Ouais, clutch, et profite du fait que les autres du Thunder ne sanctionnent pas. Oui, et on en parle en prévu aussi, c'est l'aspect de même stratégico-philosophique de, en fait, on va déplacer le problème. On va surcharger le terrain, on va faire que SGA lâche la balle,
et en fait on va faire que la balle aille ailleurs. Et que le décisionnaire de la possession et donc les décisionnaires de qui va gagner, en fait, ça va être les role-players. Et c'est vrai que d'un point de vue philosophique, si on dézoome un peu de la tactique, le blitz, le stunt, etc., mais à une échelle plus globale, je pense que vous serez d'accord, on est quand même plus enclin, on préfère prendre le pari sur c'est les role-players qui vont nous battre, plutôt que laissons un peu tranquille SGA et c'est lui qui... Et on mise sur lui. Non, on préfère miser sur le faire lâcher la balle et que le reste des joueurs du Thunder gagnent ou pas d'ailleurs. Et ça se trouve, ils mettront les tirs et tu vas gagner. Mais je veux dire, en termes de rentabilité, en termes de théorique, en tout cas, c'est la bonne chose à faire. De dire, on enlève la balle de SGA et laissons les autres prendre la décision. Et si on perd, c'est pas grave, mais au moins on vit ou on meurt de par les role-players d'OKC, on préfère faire ça que l'inverse. Mais ouais, je suis d'accord. Blitzer, le Thunder ne sanctionne pas, ouais, exactement, c'est le point central pour moi. À quel point est-ce que ils vont mettre leurs 3 points ou pas pour sanctionner ces schémas défensifs, mais qui sont un peu les mêmes que Dallas l'an passé. Dallas, c'est pareil, c'est les stunts agressifs. Pour le coup, j'avais fait plein de vidéos là-dessus. Ça vous intéresse d'aller revoir les décryptages tactiques de OKC Dallas de l'an passé, mais ouais, c'est des séquences avec Jones, avec Luka Doncic, avec Gafford, avec Lively, avec n'importe qui en stunt, en tête de raquette qui bouge l'espace. Et malheureusement, le constat c'était que OKC mettait pas les tirs. Et c'est vrai que le constat aussi, je suis un peu sur ma faim côté Mark Daniel, que j'adore. J'avoue que pourquoi à chaque fois attendre d'être un peu en difficulté avant de... Mince, il faut qu'on fasse un vrai plan de jeu anti-stunt, etc. Bon, l'an passé, il a mis un peu de temps à le faire. Il l'a fait en deuxième partie de série, d'accord. Là, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de trucs un peu plus créatifs et d'entrée de jeu. Et pas juste... ah bah tiens, mince, on peut pas faire l'isolation, on peut pas faire le drive de SGA parce que en fait, les mecs bouchent le terrain. Bon, un peu déçu. J'espère que... Pardon. J'espère qu'ils vont réagir plus vite cette année. Mais ouais, notamment Isaiah Joe, Chetam Green, ce genre de choses quoi. Donc ouais. C'est quoi la stat All 3 des shoots que tu viens de voir? Tu peux nous les expliquer ou pas? De quoi tu parles? Les stats All 3 j'ai toutes les datas, un shoot qu'on vient de voir. Les 3 points, tu veux dire? C'est Clean the Glass ici. C'est les 3 points. Et notamment les 3 points en dehors des minutes de garbage time. Mais donc là, on est à 35. Je vais essayer de zoomer. 35 pour OKC, 35,7 et 33 pour Denver. Mais ça, c'est tous les 3 points. Et tu vois, le site de Clean the Glass sépare également en deux les corners et les non-corners. Voilà, donc les corners, c'est dans les corners. Et les non-corners, c'est un peu dans le périmètre, quoi, un peu au centre du terrain. Parce que c'est vrai que c'est pas des tirs de la même qualité. Et puis les corners sont à une zone clé. Donc eux, ils séparent un peu toutes ces deux zones du terrain, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on a des stats un peu spécifiques. Corner à 3 points, 5 sur 13, ok ici. Denver 4 sur 10. Voilà, donc pas beaucoup mieux non plus, Denver. Et sur les non-corners, donc plutôt centre du terrain, sur les ailes et plein centre, 6 sur 20 Denver, 10 sur 29 pour nos amis d'OKC. Voilà un peu, pour les stats de 3 points. Les plus-minus des titulaires d'OKC, c'est bien. Ouais, évidemment. Mais je pense que les titulaires ont quand même bien gagné. Les titulaires de Denver ont bien gagné cette bataille, mais ouais. Frustrant de voir Jalen Williams prendre des mi-fadeaway, mi-flotteurs et ne pas prendre le contact sur dive. Ouais, mais c'est exactement pour ça que alors pour une fois que je suis un pronostic juste, mais non, mais qu'en preview j'avais parlé de ça, du fait de faire des drops. C'est parce que la nature même du joueur pour l'instant c'est pas d'attaquer les drives, c'est pas d'attaquer le contact, et aussi parce qu'il est grand, il est long, il a du toucher. Donc en général les joueurs qui se développent en étant capables de mettre des flotteurs, ils sont moins, par nature ils vont moins développer le côté j'attaque le contact, puisqu'ils peuvent juste prendre le tir et le mettre. Alors que des mecs qui ont moins de toucher parfois, ils apprennent à attaquer le contact et du coup ils ont un peu les deux à la fin quoi. Donc ouais, c'est un peu t'es un peu puni parce que t'as des qualités en grandissant. Mais voilà, c'est un peu ça. Justement, le Thunder devrait faire plus de cuts, exactement. En fait, leur spacing n'est pas bon, comme tu le dis, et si jamais la série se joue sur l'adresse des role-players, Denver passera. C'est un peu la crainte. En tout cas, c'est un peu le pari que va faire Denver, mais c'est le pari que font toutes les équipes face à OKC d'ailleurs. On n'a pas trop parlé, mais je crois que OKC est également à 32% contre Memphis au premier tour, 3 points je veux dire. Série du premier tour, ils sont à 32% à 3 points, donc la série du premier tour n'a pas forcément rassuré aussi de ce point de vue là, quoi, pour le coup. Parce que Denver a un meilleur spacing. Je suis pas sûr qu'ils aient un meilleur spacing, mais en tout cas ils l'animent mieux. Ou en tout cas, comment dire, ils peuvent aligner des bons shooters, des meilleurs shooters, ok.
Mais même quand ils n'ont pas de spacing, on l'a développé tout à l'heure, je sais pas si t'étais là tout à l'heure, Pipa, mais on a vu que même quand il y a deux non-shooters côté faible, en fait, les mecs, ils coupaient au panier. Et ils coupaient dans le dos des aides. Et soit ça faisait des lay-ups, soit ça donnait de la présence au rebond offensif. Donc en fait, ça peut paraître paradoxal, hein, encore une fois, mais en un sens, Denver a moins besoin d'espace. Parfois oui, parfois ils sont punis quand t'arrives pas, quand l'espace est trop bouché, etc. Mais Denver, il y a un peu ce truc, hein, c'est leur identité de par Jokic, qui est un peu unique aussi, de cassage de bouche. Donc le moins de spacing est un peu moins problématique, mais je vois ce que tu veux dire aussi, ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais voilà, bref, voici pour ce live d'entre midi et 2, plutôt entre 13 et 14 aujourd'hui, à cause des matchs qui ont été un peu trop longs. Demain, qu'est-ce qu'on a comme match ? Je crois qu'on a le premier match, c'est ça, de mardi 6 ce soir, le match 2, waouh, de Pacers Cleveland Cavaliers, qui va être génial. Ça, j'ai hâte. Et puis donc le Warriors contre Timberwolves. Très bien. On va s'arrêter là, parce qu'en plus, moi, ce soir, il faut que j'enregistre la preview, justement, des Warriors Timberwolves. En tout cas, merci à tous. Très, très sympa, encore une fois, ce petit live entre deux. On a parlé des deux matchs. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous si vous êtes encore là. Et je vous dis à demain. Peut-être à midi, peut-être à 13h, on verra. Mais merci beaucoup. Ciao!